Alors, bienvenue au Work Zone Podcast. Aujourd'hui, en studio, Anne Shelley, historienne spécialisée en patrimoine. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Je suis vraiment content que tu sois là. En tout cas, j'avais vraiment de parler d'histoire avec toi. Puis, moi aussi. Alors, juste avant de commencer, je voudrais juste inviter les gens à partager le podcast. Merci à vous là, de partager le podcast, de l'écouter, de faire like, aller sur YouTube pour subscribe. Ça passe par Balado Québec. Ensuite, ça s'en va sur iTunes et ça se poursuit sur YouTube et Facebook. Donc, merci à vous de partager. Mais ça doit être c'est pas super quand même si tu es en mesure de faire de la couture. Puis ça, c'est quand même très manuel. La couture, j'apprends. Ouais. Ouais. J'ai déjà fait exploser la machine à coudre de ma mère. Fait que je... Trop garder le pied longtemps sur le... Non, je sais pas. En tout cas, je pétais ses aiguilles tout le temps. Fait que j'ai comme arrêté, mais je suis capable de coudre des boutons puis sur mes uniformes à l'époque. Mais ça, cette découverte-là, la couture puis tout, est-ce que c'est ça qui est venu en premier ou est-ce que c'était plus l'histoire? C'est quoi qui a donné naissance à quoi? Tu sais, c'est quoi le... Grosse question, là. Tout de suite, en partant, je te lance une question difficile. Non, c'est l'histoire en premier, toujours. Ouais. La passion, c'est l'histoire. Définitivement, tout découle de ça, en fait, toutes les petites choses. Ouais. Oui. Donc, la couture, ça va abreuver ou ça va nourrir ta passion de l'histoire. C'est comme, quand tu découvres une nouvelle époque, est-ce que c'est là que tu te lances dans un projet de couture ou comment ça se passe? J'ai pas vraiment de projet de couture. Je te dirais, c'est surtout là, aujourd'hui, j'ai commencé à en faire un peu plus parce que mon ami a commencé à coudre et on fait beaucoup de choses manuellement. Ma mère, elle a fait aussi beaucoup de mes costumes. Fait qu'elle t'a inspiré? Ta mère, elle t'a inspiré? Oui, aussi. Ma mère, elle a toujours fait nos costumes d'Halloween pendant longtemps. Moi aussi. Donc, tu sais, ma mère, elle avait fait des belles choses. Là. Je me souviens de mon frère, là, on cherche là, certains des costumes justement pour les enfants. Elle avait fait un dragon avec une espèce de dragon dinosaure, là, que les pics dans le dos tiennent droit, mais que c'est confortable. Ou elle a fait un astronaute. Avec un tissu métallique argenté, puis elle avait fait des... Nos mères nous ont impressionnés, hein? Elle m'a fait plusieurs chemises à l'époque où je travaillais en costume d'époque, j'ai travaillé plusieurs années en costume d'époque dans différents monuments, fait que, travailler tous les jours... Entouré de ça, là. Tu changes de chemise de temps en temps, puis au lieu de laver tous les jours mon linge, je pouvais en avoir plusieurs jours d'affilée. Fait que ta mère t'a poussé. Est-ce que à travers ces costumes-là, dans le fond, ta mère t'aurait poussé à travers... Non, pas pantoute. T'as juste renoué à un moment donné avec les costumes parce que t'étais dans le domaine de l'histoire. Je pense que j'ai jamais arrêté. T'as cliqué, ça a cliqué. J'ai toujours aimé, je te dirais, faire du cosplay. C'était pas la mode avant, mais on appelle ça du cosplay, que ça soit historique ou pour... Depuis qu'il y a un Comic-Con à Québec, je me mets toujours un petit accessoire ou quelque chose comme ça. Ça te permet de t'exprimer, en fait. Moi, qui est une personne très gênée à l'origine et qui n'aime pas parler devant les gens ou... Devant les micros? Oui, probablement aussi. Mais non, mais tu sais, je suis quelqu'un qui est assez gêné en général. Puis que, tu sais, de parler devant un groupe, là, j'ai appris. Je suis encore gênée aujourd'hui. Puis au long de ma carrière de jeune diplômée qui cherchait un emploi dans le domaine touristique, je peux dire que les entrevues, on me disait tout le temps que j'avais l'air gênée. Mais, tu sais, j'ai mes trucs pour parler devant des groupes. Puis j'ai appris aussi au fil du temps. J'ai quand même fait des choses. Puis être en costume, ça me permet de m'exprimer. Est-ce que tu le vois comme une façon, pas thérapeutique, mais je veux dire, à un certain niveau, est-ce que toi, tu vas t'habituer à être dans ce costume-là, puis à dealer ou à travailler ta gêne? Parce que... en fait, c'est plus travailler, tu joues ton personnage. Donc, moi, j'ai comme une super bonne habileté à jouer mon personnage que j'interprète. Comme pour les fêtes de la Nouvelle-France, ça fait quand même depuis un bon bout de temps que je suis bénévole aux fêtes de la Nouvelle-France depuis le début, donc je dirais au moins 2005. Puis, j'avais fait les médiévales aussi quand j'étais plus jeune. Puis, j'ai participé là, à la fin de mon secondaire en 2002. Fait que, tu sais, j'avais tout juste 18 ans que j'étais déjà bénévole. Puis, j'ai fait tous les postes, mais je faisais de l'animation historique pendant les fêtes. Donc, tu interprètes un personnage. Puis, avec des amis, on avait monté comme un petit groupe. Puis, on mettait à jour notre personnage chaque année selon qu'est-ce qui se passait. Donc, on a choisi une époque. Là. Nous, c'est la période 1760-1763 qu'on avait choisi. Donc, toute la période là, après la guerre, l'arrivée des Anglais, fait qu'on avait des personnages liés à ça. Comme moi, à une époque, j'ai perdu mon fiancé parce que, en fait, je me suis séparée. Fait que on a joué là-dedans. Puis là, j'avais des amis qui partaient en voyage. Alors, on disait,
ma soeur, elle retourne en France parce qu'on a décidé de quitter la colonie ou des choses comme ça, des mariages. Puis là, ben là, c'était, tu rencontres quelqu'un, ben là, aujourd'hui, moi, j'étais une jeune fille noble, donc on interprétait des personnages. Donc, ça te fait jouer, en fait, ça, puis tu t'habitues, puis tu le mets à ta main, en fait. Puis, j'adore ça parce que ben, ça permet de présenter aux gens aussi l'histoire. Tu sais, tu fais vivre un quartier historique, en fait, comme ça. Mais comment ça se passe? L'événement a lieu, toi, tu te promènes en costume, vous êtes 2, 3 par groupe, puis là, vous vous promenez, puis là, vous interagissez avec les gens qui sont là, qui sont habillés en normal, dans le fond, oui. des visiteurs, ben, là, puis là, vous parlez, puis là, le monde sont invités à joindre la conversation. Bien, ça dépend un peu, tu sais, comme ça dépend ce que tu fais. Il y a des gens qui sont des artistes qui sont engagés comme ça, eux, ils font vraiment des animations. Là, moi, j'ai fait ça quelques fois. J'ai des scènes aussi prévues à des heures, à des endroits, des lieux. Oui, j'avais vu ça à Québec, oui, le tir du mousquet à l'heure précise, puis on invite les gens à aller voir. On change de lieu, puis il y a des petites scénettes, là, surtout quand on était dans le Vieux-Québec, en bas, là, dans le petit Champlain, il y avait à tous les coins de rue, là, il y avait des petites places où il y a des rues entières qui étaient montées comme une rue marchande, puis tu vois les marchands qui interagissent, puis les gens peuvent acheter des choses, mais en même temps, nous, on est vraiment... Moi, je faisais aussi de l'accueil à certains lieux, mais l'accueil, tu la mets aussi en histoire, tu sais, je suis habillée en Nouvelle-France, je ne vais pas parler comme quelqu'un du 21e siècle, là. Tu sors des expressions, puis là, des fois, il y a des touristes, puis il y a des choses drôles parce que à une époque, c'était la SAQ qui était... fait qu'on avait nos cordons SAQ, tu sais. Mais moi, j'avais une croix, tu sais. Fait que là, il y avait une madame, tu sais, j'avais interpellé madame en disant « Vous allez vraiment aller au bal comme ça ce soir? » Tu sais, quelqu'un qui est comme en jeans avec une camisole, tu sais. Puis là, elle dit « Ah, ben vous pouvez parler, là. Vous aimez la boisson, tu sais. » Fait que là, je vois un curé qui passe en arrière, tu sais, puis monsieur le curé, il dit « Ben non, là, elle a une croix dans le cou. Tu sais, fait que là, toi, t'embarques, là, tu vois un évêque passer, ben tu sais, tu salues l'évêque, tu embrasses la main, tu sais, tu fais la révérence quand tu croises le roi. » Le roi était là? Ben oui, quelqu'un qui interprète Louis XIV. Donc, il l'a vraiment bien. Donc, il n'est jamais venu ici, Louis XIV. Non, il n'est jamais venu, mais tu sais, c'est quand même drôle parce que là, tu sais, lui, moi, des fois, j'ai des habits un peu plus nobles, puis là, tu sais, il t'interpelle. Là, j'étais avec des amis musiciens qui viennent de France, puis, tu sais, qui ont leur costume, puis là, ça, c'est votre colon, tu sais, en disant ça, c'est votre colon. Je comprends. Donc, cette expérience-là en plus de te permettre de te dégainer un peu, puis ça t'exerce aussi dans ton domaine d'expertise de l'histoire, puis le patrimoine. Exactement. Puis ça doit être toute une expérience. Est-ce que des fois, tu te perds dans le personnage? Est-ce que tu oublies carrément t'es où ou t'es qui? Ou... ben non, peut-être pas à ce point-là. Non. Des fois, oui, je peux embarquer très sérieusement, puis les gens, ils nous félicitent là, parce qu'on sort pas de notre personnage, même... dans la conversation, on continue. Il y a des fois, puis tu sais, c'est selon quel lieu aussi que tu es, tu sais. Puis ça m'a toujours bien servi, là, quand je travaillais dans les tours à La Rochelle, tu sais, je montais, je descendais la tour avec des sabots en bois. Je peux vous dire que quand ma visite était finie, on m'entendait descendre. Ah, la visite est terminée. Je m'en revenais en bas. OK. Puis à la fin de la journée, tu avais les pieds qui faisaient mal aussi, c'est ça que les gens pensent. En fait, c'est très confortable. Ah ouais? Oui, il ne faut pas se fier à l'apparence. C'est sûr que moi, je les ai achetés chez un sabotier, puis ils sont quand même très bien faits. Là, j'ai essayé plusieurs modèles avant de dire « Ah oui, celui-là, c'est presque ajusté à mon pied. » Et ben en fait, dans le Vieux-Québec, sur l'asphalte, ça glisse beaucoup, mais sur les pierres, c'est très confortable. Ça fait du bruit. Puis oui, c'est vrai qu'après quelques heures, tu as un peu le poids qui descend, mais tu t'habitues. Moi, ça fait au moins 15 ans que je suis bénévole au Fin de la Nouvelle-France, puis j'ai essayé toutes les sortes de souliers. Et les seules fois où j'ai pas eu mal aux jambes, à part pour un défilé, que je peux pas mettre mes sabots pendant un défilé parce que ça glisse trop sur l'asphalte. La seule fois où j'ai jamais eu mal aux pieds, c'est les fins de semaine où j'ai porté mes sabots en bois tout le temps. Eh ben. Ça fait du bruit, on m'entend de loin. Puis ça glisse. Mais non, sur les pierres, ça va super bien. Fait que dans le petit Champlain, c'est merveilleux. Tu t'accroches pas dans les marches. Mais c'est sur les pavés, ça marche super bien. Puis c'est confortable. Est-ce qu'on peut penser sérieusement? Les gens, ils me le disent, ils m'entendaient venir. Puis, oh mon Dieu, ça doit pas être confortable. Puis tu l'entends tout haut. Ils te le demandent pas. Moi, je leur répondais, ben non. Vous pensez vraiment que j'allais mettre des sabots en bois si ça l'était pas? Moi, j'adore ça. Ça fait partie de mon costume. Je viens d'apprendre quelque chose, là. Je dis pas je te promets pas que je vais aller en essayer, là, mais si jamais j'ai l'occasion puis j'en vois une paire, je vais y penser. Je vais me souvenir de notre podcast.
Puis, donc, tu as mentionné La Rochelle. On va revenir tantôt, je suis certain. Là, dans le fond, toi, tu as beaucoup voyagé dans tes études puis dans ton travail. Puis... oui, je dirais que c'est surtout à l'époque où j'étais étudiante et jeune diplômée, mettons. J'ai eu certaines expériences, là. Oui. Okay. Bon, on peut rentrer là-dedans tout de suite. Dans le fond, moi, sinon, je t'aurais demandé, dans le fond, tes premières expériences pour le festival qu'on est en train de discuter là. Mais si tu veux, premières expériences de... Mais chronologiquement, c'est quoi qui est arrivé en premier? C'était-tu La Rochelle, c'est arrivé... Ah non, ça, c'est arrivé au travers, en fait. Ouais, OK. Ça, c'était en quelle année, ça? J'étais à La Rochelle de 2009 à 2012. 2009, 2012, 3 années à La Rochelle. Avec un petit séjour ici, là, que je suis revenue. Mais oui, j'ai fait 2 séjours, en fait, à La Rochelle, oui. Okay, dont un de 2 ans complet, là. Ça devait être vraiment une belle expérience, ça, pendant 3 ans en France. C'était merveilleux. Je pourrais t'en parler pendant des heures. Ouais. C'est ma deuxième maison. Je m'en ennuie vraiment beaucoup. Oui, tu as une bonne connexion avec le monde là-bas, l'endroit. J'ai encore beaucoup de contacts là-bas. Puis, La Rochelle, c'est vraiment ma deuxième maison. Un endroit où je me sens... Si quelqu'un me demande un endroit où je me sens bien sur Terre, c'est Québec et La Rochelle. Tout de suite. Ben, on pourrait peut-être essayer de faire un peu une chronologie, au moins, pour pas trop se perdre. Dans le fond, pourrais-tu peut-être juste me mettre en contexte par rapport à tes études? Là, au départ, on a parlé de la confection de costumes, l'influence de ta mère, puis éventuellement, ça n'a pas nécessairement amené à ton étude en histoire. Mais comment ça s'est passé, l'histoire? Comment est-ce que tu as décidé de rentrer dans ce domaine-là? Mon Dieu, c'est depuis vraiment que je suis toute jeune. Le parallèle va être un peu bizarre pour certains. Mon père a étudié, m'a toujours appris là, un peu la géographie, l'histoire, à apprendre les provinces, les capitales. Après ça, j'ai été dans les cadets, on a appris les drapeaux, etc. Puis j'ai toujours eu une attirance vers l'histoire. Quand j'étais très jeune, j'avais 4-5 ans, j'ai vu le film Sissi pour la première fois. Puis en dehors du côté romanesque et des belles robes et tout, ben la première question que j'ai demandé à mon père, j'ai dit « Papa, pourquoi ils ont des princes, eux? Puis c'est où ça, l'Autriche? » Fait que mon père m'a sorti un atlas qu'on a encore à la maison aujourd'hui, puis il m'a montré c'était où l'Autriche, tu sais, puis il m'a un peu expliqué pourquoi il y avait des reines et tout. Moi, j'aimais déjà la France aussi, fait que tu sais, j'ai toujours été dans un milieu aussi, tu sais, je vais pas le cacher, là, j'ai prêté serment à la reine aussi, en étant un peu dans les cadets et ensuite un peu dans les forces, donc tu sais, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, puis j'ai toujours été intéressée par les royautés, fait que là... Et c'est ça, je devais avoir 4-5 ans la première fois, en dehors de dire « Ah, ils ont des belles robes », j'ai dit « Papa, c'est où ça, l'Autriche? Pourquoi ils ont des reines? » Puis ça a commencé comme ça. J'ai commencé à m'intéresser aux princes et rois d'Europe. Puis ton père, lui, est-ce qu'il était dans le domaine, dans l'histoire? Pas du tout. Ben, il a été un peu en sociologie, tu sais, mais c'est ça. Ensuite, j'étais bonne là-dedans, j'ai une bonne mémoire, puis moi je viens de l'époque où on apprenait par cœur les dates et les événements pour nos examens à l'école, donc les chronologies, puis... Chanceuse, en tout cas, avec les noms et les dates, parce que moi, vraiment, à l'école, c'était ça mon problème. C'était vraiment difficile de m'en souvenir. Là. Non, moi, je sais pas, j'ai une bonne mémoire, puis j'ai été bien entraînée, il faut croire. Fait que je sais pas si j'ai été poussée dans cette direction-là parce que j'étais bonne ou parce que j'aimais vraiment ça. Mais j'adore ça, j'en mange. Bien, sûrement qu'ils l'ont vu. Oui, mais tu sais, est-ce que j'ai été poussée vers ça parce que j'étais bonne ou pas, ça, je peux pas le dire. Mais j'adore ça. C'est devenu une passion. Puis au fil, à mesure que tu avances dans tes études, j'ai découvert que moi, j'aime beaucoup les périodes de changement. Donc, les changements de régime, les fins. Les grands bouleversements. Oui, les guerres. Ça va quand même loin, mais c'est toujours des périodes de changement, comme entre les Français et les Anglais ou la fin des régimes en Europe. Puis, de fil en aiguille, tu en apprends. Puis là, tu te rends compte, tu réalises avec des choses au cégep... il y avait un nouveau... ma mère m'a sorti un nouveau bac qui venait d'apparaître à l'université à l'époque, qui venait de commencer, qui était nouveau, puis qui me permettait de faire de l'archéologie et de l'histoire en même temps. Puis au travers, j'ai découvert le patrimoine. Fait que je suis allée là-dedans, finalement. Puis pour dire à quel point j'ai eu un cours de russe, quand j'étais au cégep, j'ai fait « Ah, c'est quoi ça, du russe? » Je savais pas du tout c'est quoi. Puis pour une raison ou une autre, ça m'est rentré dedans tout de suite. Puis là, j'ai réalisé, bon, mais moi, j'adore l'Allemagne. Je connais bien les régimes européens, français. Ah, bien, ils sont cousins, finalement, avec la Russie. Puis là, tu dévies sur la Russie, puis tu commences à aller faire la Russie. Fait que ça, c'est quand j'étais toute jeune. C'est au secondaire, ça, l'introduction à la Russie. Excuse-moi, cégep. Cégep, juste avant que je rentre à l'université, en fait, pour mon premier bac,
qui était nouveau à l'époque. Mais est-ce que c'était difficile, ça? Parce que le russe, c'est complètement une langue différente. C'est comme un mélange de grec, de steppe, de toutes sortes de langues. Là, déjà, l'écriture. Ouais. Mais le cyrillique, ça... Mais tu as une aptitude pour ça ou tu t'es retrouvé comme si c'était une langue que toi, tu avais des points de repère pas personnels? Non, c'était vraiment nouveau. Moi, j'ai fait mes demandes. C'est l'allemand, c'est difficile aussi. J'avais demandé cours d'allemand, parce que je m'intéressais beaucoup à l'histoire de l'Allemagne, puis je voulais continuer, mes études en Allemagne et tout, puis j'ai eu russe. C'était vraiment un hasard, puis c'était un horaire qui était vraiment comme bizarre, mais le prof était vraiment génial, puis je l'ai eu ensuite à l'université, puis j'ai vraiment eu comme un coup de foudre, puis je connaissais pas ça, zéro, j'avais jamais entendu parler. J'étais comme, c'est quoi ça? Puis, non, pour vrai... mais là, combien de langues que tu connais? Tu connais le français, moi, je parle anglais, français. Puis j'ai une base en russe. Une base en russe quand même. Tu penses que si tu venais à pousser ta connaissance du russe, tu pourrais aller un peu plus loin? Oui, ouais? Là, j'en ai perdu, on s'entend, là, mais j'en comprends quand même encore les fondements, là, puis je le lis aussi. Disons que tu allais habiter là pendant 5 ans. Ça me reviendrait assez vite. Ouais. Mais je n'aurais pas habité là pendant 5 ans. Non. Non, c'est un peu difficile. Ton expérience là-bas, je ne veux pas qu'on saute trop. En fait, on continue ton histoire, contexte. Dans le contexte, c'est ça. Je suis rentrée à l'université, j'ai fait mon bac en sciences historiques et études patrimoniales à l'Université Laval. À l'époque, j'ai aussi fait un certificat en études russes en même temps, qui m'a permis d'aller passer un séjour d'études en Russie à ce moment-là, au 2007, à l'automne 2007. Moi, mes études, c'est ça. Je voulais mélanger, je voulais autant faire de l'histoire que de l'archéologie, puis j'ai découvert le patrimoine, donc je pouvais faire tout ça, apprendre les fondements patrimoniaux, puis m'intéresser. Moi, à l'époque, je m'intéressais beaucoup à l'histoire en Europe, les grands événements européens, la Russie. C'était dans le cadre de ton cours, de mes pour études. La Russie, là, pour l'apprentissage de la langue russe, ou est-ce qu'à un moment donné, ça a mélangé avec le côté, le volet historique? Les deux, en fait, parce que j'ai fait les deux de front. Fait qu'autant je faisais l'histoire russe, puis j'ai appris la langue, puis je suis allée là-bas pour faire des cours. Donc, ça m'a permis de faire un séjour universitaire à l'étranger, en même temps que poursuivre mes études en histoire et patrimoine. OK, mais donc, est-ce que c'était une étude de l'histoire et le patrimoine russe? Ou... oui, j'ai une grosse partie de mes études à l'époque. Oui, je m'intéressais aux Romanov, là, carrément. J'ai pu aller visiter les endroits où ils ont habité. Mais comment? Vrai, ah, oui, pour vrai. C'est... c'est ça un peu. Puis en fait, c'est un hasard parce que le programme de russe nous permettait assez rapidement de partir en Russie. En termes de durée d'école, d'université, là, j'avais quand même... moi, j'ai fait mon bac en 3 ans et demi à cause que j'ai fait aussi un certificat en même temps. Fait que, j'avais un peu plus de cours, puis je suis partie aussi une session. Fait que, ça... C'est ça, ça combinait bien mon désir à ce moment-là. Puis comme j'avais une passion pour ça, j'en ai profité, en fait. Qui a la chance d'aller en Russie pendant un semestre et un peu plus. Là. Moi, je suis restée un semestre et demi, on va dire. Là. Ça, c'est 3 mois? Je suis restée de septembre à janvier. Qui a la chance d'aller habiter là-bas, tu sais, habiter, là, puis tu sais, dans un contexte aussi où tu es quand même bien entouré, là, puisque c'est dans un contexte universitaire. Le russe, l'introduction à la Russie, aux langues, à la langue, ça, c'était au cégep. Oui. Puis là, après ça, tu t'en vas à l'université en patrimoine. Oui. Puis, mais comment est-ce que la Russie a resté dans le décor? En fait, c'est que, tu sais, c'est là que j'ai fait la connexion entre que, tu sais, moi, j'étudiais beaucoup les monarques autrichiens. Oui. Fait que, tu sais, je me suis rendu compte que, là, tu sais, Guillaume II, c'était le cousin de Nicolas II. Puis, c'était le cousin du roi en Angleterre, tu sais. Fait que je suis comme passée de l'Allemagne à la monarchie russe. Puis, j'ai comme fait le lien comme ça en apprenant le russe puis en faisant un cours avec cette culture-là. Mais comment est-ce que tu présentes ça à ton prof à l'université, comme le curriculum, vis-à-vis le curriculum? Comment est-ce que toi, tu proposes que tu vas aller plonger dans la Russie? Ou est-ce que c'est... c'est un hasard des cours que tu fais. Tu sais, moi, mais je me suis toujours intéressée à ces périodes-là, fait que je pouvais pas... tu sais, moi, la retraite de Napoléon de Russie ou la fin des Romanov, tu sais, ça m'a comme attirée vers ça, fait que j'ai commencé à travailler plus sur ces sujets-là. Fait que comment je présente ça à mes profs à l'université, c'est en fonction des cours. Hein. Tu choisis un cours, tu as un cours d'histoire du 20e siècle, il faut que tu fasses un sujet de travail sur un sujet du 20e siècle. OK. Parce que c'est plus un doctorat quand il faut que tu aies quelque chose de vraiment plus précis. Mais déjà à la maîtrise. À la maîtrise, OK. Ça, j'ai fait plus tard. OK.
Puis c'était pas sur la Russie. Fait que, OK, on continue. Je voulais juste mettre en contexte, bien comprendre. Ça. Fait que dans mon bac, là, j'ai fait mon séjour en Russie. Fait que ça m'a quand même permis de... Mais tu devais être tellement contente quand tu as eu cette option-là qui s'est présentée à toi. Comment ça s'est passé, ça? Bien, c'est la sorte des choses, en fait. Après tant de crédits universitaires, tu as l'opportunité de partir pour un séjour d'études un semestre ou 2, comme tu veux, en Russie, pour aller perfectionner ton russe et faire... Moi, je faisais des cours universitaires là-bas qui ont été crédités ensuite, là. Et... Vous étiez combien à partir là-bas? On n'était pas beaucoup, nous. On n'était pas... On était peut-être quoi, une 12 ou 15 quand je suis partie. OK, c'était quand même un groupe, là. Oui, mais tu sais, moi, je suis pas partie en même temps que tout le monde. Puis j'avais des gens qui restaient là 1 an. Moi, je restais un peu moins. Mais oui, tu sais, on avait nos cours de langue ensemble. Puis après ça, on suivait les cours qu'on voulait, en fait, à l'université. Fait que moi, il y a eu des cours que j'ai suivis toute seule. Là. Le matin, je me levais puis j'allais à l'école comme les autres. Tu sais, oui, c'est sûr qu'on habitait en résidence universitaire, mais la plupart de mes voyages, je les ai faits seule, là-bas. Là, tu sais, des fois, on allait visiter, je suis allée au théâtre ou, tu sais, au début. Là, puis à un moment donné, on a commencé à faire nos choses. Là. J'ai travaillé aussi, on donnait des cours, on enseignait, on était moniteur de langue. Ah oui, donc là-bas, vous avez continué pendant 4 mois, 3 mois et demi, vous avez travaillé aussi. Là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai donné des cours de français et d'anglais, en fait. OK, wow. Avec l'université. Tu sais, on avait quand même, c'est un système d'échange. Hein? En faisant ça, on avait une chance de pouvoir habiter, on payait moins de loyer, etc. Tu sais, c'était quand même bien arrangé pour ça. Puis, je suis partie avec une bourse, en fait, un programme de bourse qui nous permet d'aller là-bas, puis ça paye comme nos frais de scolarité quand on réussit à l'avoir. Puis c'était tous des gens de... c'est quelle université, en fait? L'Université Laval. L'Université Laval à Québec. C'était tous des étudiants de l'Université Laval à Québec qui étaient en Russie, qui partaient avec tout. Oui, qu'on partait en programme avec le programme de l'université. C'est un échange Université Laval, l'Université de Moscou. Des sciences humaines de Moscou, je devais dire. L'Université d'État des sciences humaines de Moscou. Puis, est-ce que, dans le fond, donc, toi, t'es pas trop dépaysé, je veux dire, t'es familière avec le pays, puis t'as une intention de découvrir la langue, mais au niveau de te sentir seule, t'as quand même les étudiants de l'Université Laval qui sont là avec toi, si jamais tu... Oui. Au début, c'est le fun parce que t'es dépaysé. Peu importe à ce que tu t'attends, même les gens, en général, je te dirais, la première action des gens autour de moi quand j'aurais dit que je voulais partir en Russie, ça m'a pris au moins 1 année à me préparer. C'est quoi les préparations pour ça? Faut quand même de l'argent pour voyager, hein? Puis partir un semestre à l'étranger, faut que tu payes ton billet d'avion. Il faut que... Bon. Comment tu fais pour ramasser l'argent? C'est à travers j'ai travaillé. Le travail. Moi, je travaillais pendant mes études, donc j'ai travaillé. Puis j'ai réussi à partir. Ça m'a pris environ 1 an à préparer mon voyage. Puis... les gens, la première réaction, tu parles en Russie? T'es folle. Eux, il y avait l'image de la Russie des années 1990 où tout le monde manque de rien, tout le monde manque de tout. Puis, il y a des files dans les magasins, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Puis c'est sûr que c'est pas un pays où les gens vont dire automatiquement tu vas là. Tu sais, j'aurais dit la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les gens n'auraient pas tiqué, mais la Russie, c'est pas fréquent, tu sais. Puis, ça a toujours été à l'opposé politique ou l'opposé de l'idéalisme politique ou de point de vue mondial, c'était la compétition, ça a été le pays depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui était comme... Ouais. Puis même avant ça, en Europe, ça a été le pays qui était en conflit contre Napoléon ou contre... Mais tu sais, en même temps, encore aujourd'hui, tu sais, il y a toujours des bons et des mauvais côtés, mais tu sais, c'est sûr que si tu regardes l'histoire générale politique de la Russie... c'est une dictature, là. C'est pas un trop gros mot de dire que ça a été une dictature. Avant, c'était les tsars. Après ça a été Staline. Puis là, les communistes qui tenaient une main de fer. Puis là, aujourd'hui, on peut dire que Poutine, c'est pas... Encore 26 ans, Poutine, ou une affaire la même, tu sais, c'est... Ou en 2000... Jusqu'en 2026, déjà. 26? Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, là, je pense que... Mais c'est un pays qui est jeune, hein? 14 quelque chose... 15, c'est 1991, la chute de l'Union soviétique. Oui, dans ce sens-là, mais je veux dire, la Russie comme un regroupement ou un pays ou depuis... Depuis ce temps-là. Oui, c'est quand même récent. Mais tu sais, ça dépend, là. C'est sûr que, tu sais, il y a eu le bloc communiste aussi qui a agrandi, mais tu sais, avant ça, tu avais la Russie, la Russie tsariste qui était à peu près aussi grosse qu'aujourd'hui. Oui. Mais dans le fond, les États-Unis, c'est pas vraiment plus vieux non plus, là. Fait que c'est deux pays qui sont... officiellement, c'est 1776. Ouais. Non, la Russie, c'est peut-être 300 ans de plus. Peut-être il faudrait que je check la date là, pour être certain. Mais tu sais, ça dépend de quoi tu parles. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas un pays que les gens s'attendent, mais moi, je voulais visiter
j'ai été très heureuse. Ben, admettons, je pense qu'il vend le terrible, je pense, le premier de sort. Oui, on va aller voir les dates pour être sûr. Les Romanov, c'est 300 ans, fait que c'est facile. Là. En 1918, ça faisait 300 ans. Non, j'avoue que c'est une généralisation, ce que j'ai dit là, par rapport à ce que la Russie est un pays qui est quand même jeune, mais je veux dire, point de vue monarchie, la Russie, c'est quand même un pays. On parle des années avant 1600, là. Oui, c'est ça, mais c'est années, comparativement à genre la France, que ça date de. Oui, bien, c'est similaire, c'est juste qu'on ne connaît pas l'histoire. Après. Non, j'avoue qu'il y a des nuances, mais je veux dire, en tout cas, on va pas... Non, là, c'est un débat que j'ai pas envie de faire. Non, mais j'essaie juste au moins d'avoir une idée, tu sais, comme la Russie, comme Moscou ou... Mais Moscou, c'est un emblème, là. C'est ça, Moscou, c'était une région, ça a été une ville, ça a été... les premières villes, c'était avant la France, là. C'est Novgorod, ces affaires-là, ça dépend. Ouais. C'est très variable. Ça dépend à qui était au pouvoir. Ouais. Parce que tu as eu les Tatars, tu as eu les Mongols, tu as eu Alexandre le Grand, tu as eu... Ouais. Ça va loin, là. Ça va à l'Empire romain, hein, la Russie. Il y a un lien avec l'Empire romain d'Orient. Ben moi, ma compréhension, c'est que la Russie, ça a commencé à prendre forme quand que la fin de Constantinople, quand que c'est devenu... C'est ça. C'est ça, c'est le 15e siècle. On parle de l'Empire romain d'Orient, là. Oui, c'est ça. Mais dans ce sens-là, la France, c'est 1000 ans avant, tandis que la Russie, ça s'est concrétisé probablement à la fin de Constantinople. Le pouvoir a bougé vers l'ouest, puis vers l'est, puis... Et tu peux aller voir la chronologie de la Russie. Donc, merci Wikipédia. Merci d'être là. Qu'est-ce qu'on ferait sans Wikipédia? Et là, toi, tu me montes plus haut, tu vas voir. Là, on parle du c'est ça, les Russes. Quand que les Vikings sont allés s'installer, quand les Russes, je sais pas comment on les appelait, dans le fond, les Vikings, parce que dans le fond, il y a vraiment une influence de l'arrivée des Vikings qui sont allés s'installer partout en Europe et qui ont installé toutes sortes de dynasties, mais ils sont rendus jusqu'en Russie. Au départ, c'était des genres de guerriers qui étaient engagés par des rois, ou je sais plus qui à l'époque, là, ça serait à aller voir, mais puis ils ont appelé les Russes. C'est là que le mot russe vient. Là, je suis pas en train de te l'expliquer à toi parce que je te dépasserai jamais en histoire. Là. Toi, t'es vraiment probablement plus calé. Moi, je dis juste pour ceux qui écoutent, là, faut pas que tu le prennes personnel. Je suis pas en train de te faire une leçon. Ça. Toi, tu m'écrases certainement en histoire. Non, t'exagères, là. Je t'envoie des fleurs. Merci de... Mais c'est fascinant, en tout cas, la Russie. J'ai quand même travaillé très fort pour ça. Sans aucun doute. Puis on va continuer ton histoire tout de suite, mais j'invite en tout cas les gens à aller voir tous les documentaires sur YouTube. Il y en a beaucoup sur la Russie, puis c'est vraiment fascinant. Il y a une histoire riche et justement, ce que tu mentionnais là, les différents, puis la personne qui a dit « Ah, tu t'en vas en Russie », ça, cet instinct-là, c'est quand même basé sur le fait qu'on nous apprend des choses sur la Russie il y en a qui sont vraies, mais il y en a des choses à découvrir, qui c'est des belles découvertes agréables, une belle culture, puis un beau peuple. Puis, c'est à découvrir. C'est sûr que c'est très différent de nous. Oui et non, différent, non, mais c'est des paysans à première vue. Certainement. Puis c'est pas quelque chose de fréquent là, de dire qu'on s'en va en Russie, personnellement. Puis, tu sais, mais ça m'a quand même permis, tu sais, j'ai fait le transsibérien, j'ai visité des endroits que, tu sais, j'aurais pas la chance de retourner probablement dans ma vie, là. Puis c'est pas tout le monde qui va pouvoir mettre les pieds là un jour non plus. Donc, tu sais, j'ai eu de la chance, là, quand même, de pouvoir aller en Russie. Oui, juste pour nous dire un peu comme l'expérience, on peut peut-être s'appuyer sur cette histoire-là du transsibérien. C'est quoi le transsibérien? Puis ça a été comment, ce voyage-là? Moi, déjà, pour situer les gens, moi, j'ai étudié à Moscou, donc dans la capitale moscovite. Et le transsibérien, c'est le transsibérien, ça le dit, c'est que c'est le train qui part de Moscou et qui va jusqu'à Vladivostok. Et il y a aussi une voie qui s'en va vers la Chine là, et la Mongolie, évidemment. Et ça traverse... d'est en ouest, la Russie. Là. Et moi, je l'ai faite en 2 parties. Donc, la première fois, c'est que je voulais aller visiter une ville de l'Oural qui s'appelle Yekaterinbourg, qui était connue sous le nom de Sverdlovsk avant. En fait, c'est l'endroit où les Romanov ont été tués en 1918. Et aujourd'hui, il y a une église qui a été construite à l'endroit où la maison était. Donc, je voulais aller visiter cette région-là parce que les Romanov y avaient vécu. Et je suis partie. Donc, juste pour te faire une expérience, le transsibérien, c'est quand même un train particulier. Si on n'arrête pas puis qu'on le fait de Moscou à Vladivostok, ça prend 7 jours. 7 jours? Oui. Alors... c'est grand, ce pays-là. Hein? Oui, c'est grand. Moi, pour aller de Moscou à Sverdlovsk,
Yekaterinbourg, je devrais dire. On fait un arrêt aussi à Kazan le lendemain matin. Donc, moi, maintenant, je le sais, je ne ferai plus cette erreur-là. Il y a aussi 2 heures de décalage horaire, donc il faut que tu y penses parce que les billets de train sont étampés à l'heure de Moscou. Donc, arrivé à telle heure de Moscou, je me suis fait un petit peu jouer un tour sur les heures. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Et je pense pas qu'aujourd'hui, je prendrais le même risque que j'ai pris à l'époque, mais... parce que là, il faut que tu attendes le prochain. Puis, non, en fait, moi, j'ai pris le train en début de soirée à Moscou, vers 5 heures. On arrive le lendemain matin à Kazan vers 8 heures. Et moi, je suis arrivée dans la nuit suivante, vers 2 heures du matin, à Yekaterinbourg. Et je pensais arriver à minuit. Donc, à minuit, il y avait encore des métros, mais à 2 heures du matin, il n'y a plus de transport. Et dans une ville que tu ne connais pas, dans une langue que tu ne connais pas, que c'est la première fois que tu sors de Moscou toute seule, c'était très intéressant. J'ai vraiment eu de la chance, puis je me suis bien amusée. Donc, j'ai fait ça. Et pour le dire aux gens, cette fois-là, je suis partie 4 jours. Je voulais pas manquer trop d'école, évidemment. Donc, je suis partie un long week-end et je suis revenue en avion. Tu veux pas un autre 7 jours, là, je vais m'en revenir tout de suite. C'est ça. Mais quand je suis partie, ensuite, j'ai fait au complet, là, jusqu'à Vladivostok. J'ai arrêté quand même plusieurs fois. Là. J'ai été au lac Baïkal. J'ai arrêté à Irkoutsk. Quelques jours, j'ai visité le lac Baïkal et ensuite, j'ai repris le train jusqu'à Vladivostok, là, complètement. Puis, je vais aussi monter dans le nord aussi de Moscou. Fait que ça, c'est mon première expérience. Je suis allée à Yekaterinbourg, puis ensuite, je l'ai faite au complet. Parce que c'est quand même, c'est ça, c'est un grand pays, puis c'est vraiment un voyage qui peut être dangereux. Je veux dire, certainement que là, tu avais comme un certain confort relativement relatif, là, ou c'était comment comme situation par rapport au train, le confort, puis... mais en guise d'exemple, juste par rapport au voyagement de la Russie, qui peut être un périple assez potentiellement dangereux, moi, il y avait un documentaire que j'écoutais par rapport à la chimie, puis celui qui a inventé le tableau périodique Mendeleïev, lui, sa mère, elle avait vu son intelligence, puis elle l'avait transporté pour l'amener, je crois que c'était à Moscou, ou en tout cas pour qu'il aille étudier, puis elle a fait le périple avec lui. Je pense qu'à l'époque, il y avait probablement genre 8 ans, puis sa mère, elle n'a pas survécu. Là. Je pense qu'ils sont rendus à destination, puis quelques jours plus tard, elle est décédée, puis elle, il a demandé « Promets-moi que tu vas toujours aller étudier, puis que tu vas réussir dans tes études. » Puis lui, il est reconnu comme étant celui qui a vraiment consolidé les éléments sur le tableau périodique, là. Un documentaire à aller voir, il y en a sur YouTube pour découvrir Mendeleïev. Mais oui, c'est ça, c'est dangereux, ces périples-là, ces voyages-là. Mais là, tu parles d'il y a 100 quelques années. Moi, faut pas non plus faire peur aux gens, là. C'est pas si dangereux. C'est juste que, tu sais, quand tu voyages, moi, je suis une jeune femme seule qui voyage. C'est sûr qu'il y a certaines règles de sécurité qu'il faut respecter. Et, tu sais, comme encore aujourd'hui, il y a des endroits que je suis pas sûre que j'irai me promener tout seul. Même si j'ai vraiment envie de les visiter, c'est peut-être pas le meilleur moment côté politique. C'est pas des endroits où une femme devrait voyager seule. Ou, j'irais pas en Égypte, par exemple, toute seule. Ou même si j'adorerais ça, visiter les pyramides, je suis pas sûre que c'est une bonne idée d'y aller toute seule. Ah, il y a du danger partout. C'est ça. Donc, il faut pas dire que la Russie, c'est si dangereux que ça. C'est juste que la mentalité russe et la façon d'être des Russes est un peu différente là, de nous. Donc, tu sais, je dirais, en général, j'essayais de ne pas avoir l'air touriste là-bas. Fait que, tu sais, tu te promènes pas avec ton appareil photo dans le cou, puis tu vas te faire arrêter puis demander tes papiers. Ça te tente pas. Tu fais pas par exprès pour parler français ou anglais super fort, là, à part sur les lieux très touristiques comme sur la Place Rouge, où je me suis pas empêchée de prendre des photos puis d'être avec mes amis. Mais dans le métro, disons que je faisais attention de ne pas me faire remarquer. Tu sais, au début, les premières journées, on comptait le nombre de stations qu'on avait à faire, puis on faisait des signes pour dire « OK, c'est long, on débarque », pour pas parler, pour pas se faire trop... tu sais, on essayait de faire comme tout le monde. Puis c'est sûr qu'à la fin de mon séjour, moi, je lisais dans le métro mon livre en français, mais tu sais, j'étais assis, puis je faisais comme les autres, lire le journal, j'avais mes paquets. Tu sais, on a pris l'habitude, puis je passais très bien dans la foule, là, tu sais, même si j'avais un manteau... un peu américain, bleu. Je passais, là, tu sais. Mais c'est un pays comme un autre, là. C'est sûr, il y a des dangers. Puis c'est certain qu'il y a beaucoup de contrôle. Donc, ça doit être encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, tu peux te faire contrôler par n'importe qui, un peu n'importe où. Puis il y a certains types de policiers que quand tu vois, tu t'en vas.
C'est dans le sens que, ça, c'est comme l'anti-émeute. Bon, je vais peut-être passer l'autre rue. Je suis pas... c'est sûr que tu essaies de faire attention. Ça m'est arrivé une ou deux fois de me faire contrôler mes papiers, tu sais, puis... moi, tu ne traînes pas ton passeport avec toi parce que tu as un très beau passeport canadien. Fait que là, tu as tes papiers. Mais tu sais, c'est important. Mais moi, j'ai voyagé seule. J'ai pris le Transsibérien. Bon, écoute, là-bas, ça marche encore par classe. Fait que la première classe, deuxième classe, troisième classe. Moi, on m'avait dit, prends pas la troisième classe, sauf que c'est la moitié du prix. Alors, j'ai pris la troisième classe. C'est un wagon à air ouverte avec aucun petit cubicule qui se ferme. Ben écoute, j'aurais pu laisser mon ordinateur sur la table puis il n'y a personne qui serait parti avec, là. Et à la fin du séjour, ben tu vois, il y avait une madame à voyager avec ses enfants. Ben on a partagé un repas, tu sais. Puis je me souviens de mon expérience le soir. Tu sais, on m'avait dit, tu sais, c'est impossible de refuser de la vodka avec des Russes. Mais faut quand même prendre ses précautions, tu sais. On s'entend que c'est de l'alcool. Fait que moi, ils voyaient bien, tu sais, que j'étais comme, non, j'en veux pas, tu sais. Puis là, genre, non, tu sais. Puis ils ont beaucoup incité. Puis à un moment donné, le gars, tu sais, il a été vraiment fin. Il m'a pris une bouteille pas ouverte. Puis il me l'a tendue. Puis il dit, tiens, ouvre-la. Puis, tu sais, sers-toi. Ben, il avait compris que tant qu'il me donnerait quelque chose qui n'était pas fermé, j'allais pas l'accepter parce que tu sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent mettre. Puis tu sais, ça, c'est partout dans le monde. Tu sors le soir, tu fais attention. Ah ouais, le date drug, il y en a partout, dans les bars, le soir, n'importe où. C'est ça, tu sais, j'étais toute seule, puis je parlais pas nécessairement la langue, beaucoup. Puis c'est la première fois que je sortais de Moscou. Ben, tu sais, écoute, j'ai passé un super beau séjour dans le train 2 jours. J'ai rencontré des étudiants qui, eux, parlaient anglais. Fait que du coup, ils me disent, parle russe, on va te répondre en anglais. Tu sais, puis on va t'aider. Puis, tu sais, bon, c'était super, tu sais, avec la personne qui s'occupe du train, tu sais, on parlait au début par signe parce qu'on se comprenait pas beaucoup, tu sais, puis elle parlait ni anglais ni français. Fait que, tu sais, on s'entraide comme ça. C'était vraiment le fun. Mais, tu sais, j'ai fait attention. Oh non, il faut, mais c'est une qualité humaine d'accepter le monde, puis de les accueillir, puis de les aider. Il y a un instinct humain de base que c'est ça, c'est l'empathie, puis le désir d'aider les autres. Ça, c'est vraiment fort chez les humains, peu importe où tu vas à travers le monde. Fait que les gens étaient aussi impressionnés que je veuille visiter certaines régions, comme là, la première fois, j'allais visiter, tu sais, puis t'es là pour étudier l'histoire, c'est intéressant, tu viens du Canada, puis tu t'intéresses au Romanov, on va te montrer la ville, puis tu sais. Est-ce qu'ils voient beaucoup de touristes là-bas? Ben, en dehors des centres, non. Parce que c'est très difficile d'aller moi, j'avais un visa qui me permettait de faire un peu tout en Russie. Alors que si aujourd'hui, je demande un visa touriste, ça me permet d'aller à Moscou et Saint-Pétersbourg. Si je veux faire le Transsibérien, il faut que je demande un visa spécial. Toi, c'est académique, donc toi, tu avais accès à des endroits... tu es sorti du terrain battu, dans le fond. C'est ça, un petit peu. Tu sais, disons que j'avais une possibilité de bouger en Russie plus simple que juste un touriste normal là, qui y va pour... Ouais, je vais aller voir ça, puis sinon... Moi, j'ai des photos de quand j'étais dans le train, puis tu sais, je me souviens, les toilettes sont barrées une demi-heure avant et après les gares pour pas que les gens... Ensuite, tu peux t'arrêter dans le milieu de la nuit. C'est pas un train qui va vite, nécessairement, là, c'est pas un TGV, là, mais les paysages, tu passes de tout à l'autre. Là, moi, j'allais dans l'Oural la première fois, tu traverses les plaines, tu arrives dans les montagnes de l'Oural, là, c'est des montagnes. Ensuite, tu continues plus loin, tu as des grandes plaines, tu as l'autoroute de glace. Moi, je suis allée en hiver, la deuxième fois, là, j'ai vu le lac Baïkal en hiver, là. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est mon expérience dans le Transsibérien. J'ai adoré. J'ai aussi visité Saint-Pétersbourg, Ben oui, alors, si tu me le permets, est-ce qu'on pourrait retourner dans la chronologie des événements? En fait, donc toi, quand tu arrives la première fois en Russie, ça, il a fallu que tu t'installes à Moscou juste pour t'installer puis voir où t'étais où. Ça m'a pris 2 mois sortir de Moscou. Ça m'a pris 2 mois et demi à sortir de Moscou, toute seule. Ben, en fait, de sortir de Moscou tout court, c'est en novembre. C'est pas compliqué, je suis arrivée en septembre, puis c'est en novembre que j'ai fait mon premier séjour en dehors de Moscou. OK. Ben, tu avais des choses à établir, tu avais des gens à rencontrer avant, tu avais de l'étude. J'étudiais. Tu devais avoir hâte de sortir. Ben, dans le fond, tu avais beaucoup à voir parce que je suis partie à Moscou. Ben oui, mais c'est surtout que, ben écoute, même après 2 mois, ça reste différent. Oui. Oui, tu sais, t'es pas sur la première fois, j'aurais pu me perdre. J'ai eu de la chance, là, tu sais, laquelle gare, telle gare. Puis là, il faut que tu achètes tes billets pour les billets à l'interne ou à l'externe, tu sais. Puis là, il fallait que je tombe sur une ville qui avait un nom en Russie puis en dehors de la Russie, dans la même gare. Puis là, après ça, les trains, écoute, je me souviens quand je suis allée visiter Borodino, qui est le lieu de la bataille de Borodino avec Napoléon. Ça m'intéressait beaucoup. Il y avait ça, j'ai plein de monuments de cette époque-là, puis aussi de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un lieu de bataille de la Moscova qui est
qui n'est pas très loin de Moscou, mais ça prend quand même 2 heures en train, si je me souviens bien, en train de banlieue. Ben écoute, tu es à la gare à Moscou, puis là, ben il y a des trains qui arrivent, puis les mondes sont sur le bord des voies, puis là, toi, ton train est à 8h02, mais il y en a un à 8h, puis il y en a un à 8h04. Puis là, c'est ça. Mais il y avait un monsieur, il dit, et madame, elle m'avait vraiment aidé. Finalement, elle me dit, un monsieur qui prenait le même train que moi, qui me dit, avance, là, sinon tu vas être debout, parce que c'est ça, les gens. Puis là, il me poussait, puis j'étais comme, ouais, mais là, je veux pas tomber. Tu sais, il dit, non, mais les gens devant toi vont embarquer dans le train de 8h, puis toi, il faut que tu embarques dans le train de 8h02. Puis là, les trains, écoute, le monde se pousse pour rentrer parce que ça n'arrête pas. Fait que, écoute, j'aurais jamais été capable s'il n'y avait pas eu quelqu'un avec moi. De comprendre comment que ça marche une fois dans le train? Même pour rentrer dans quel train. Ah ouais. C'est comme une loi non écrite, là, où c'est non dit. C'est pas vraiment indiqué, là, hors train pour aller là, tu sais. Puis moi, c'était un arrêt au milieu, c'est un train qui va à une place, puis toi, t'arrêtes, puis là, il faut que tu indiques que tu sors à cette gare-là. Hey, tu sais pas. OK, tu sais. Aucune indication. Aucune indication. Même pour revenir le soir, là, je suis comme, c'est le sens inverse. Fait que là, je suis arrivée par là ce matin ou je suis arrivée par là? Fait que là, tu sais, il faut vraiment que il a fallu que je pose la question, tu sais, pour retourner à Moscou, c'est quel côté, même si il y avait des petites indications, mais en même temps, je connaissais pas la ville d'origine du train, moi, tu sais. Ou je sais pas, le train, il arrive de... C'est comme faire Québec-Montréal. Ton train, il arrive pas nécessairement de Montréal. Peut-être qu'il arrive de Gaspé, puis toi, tu le prends à Québec, tu sais. Tu veux dire, comme c'est comme le métro à Montréal, dans le fond, tu as les... Tu t'en vas direction un tel, puis direction un tel, tu sais, il faut que tu le saches. Même en train de banlieue, c'est ça. C'est pas ta langue, l'écrit n'est pas toujours pareil, puis c'est la première fois que tu sors de Moscou. Toute seule. C'est impressionnant parce qu'en 2 mois, si tu es capable de au moins avoir tes points de repère, puis de t'habituer, puis de décider de te lancer là-dedans, moi, je de te lever le matin puis de dire, je vais aller à la gare de Yaroslav pour aller dans direction vers l'Est. C'est Yaroslav, peu importe. Là. Mais c'est comme, puis 2 semaines après, je prenais le Transsibérien pour la première fois à partir de la gare de je sais plus trop quoi. Tu devais être contente quand tu as vraiment maîtrisé ou tu as commencé à avoir le pas le contrôle, mais tu as commencé à maîtriser les déplacements, puis savoir que, OK, ça fonctionne de même. Là, oui, en fait, je ne l'ai pas fait souvent de sortir de Moscou parce que j'ai visité l'Anneau d'Or, évidemment, là, avec mes amis. Tu peux prendre l'autobus puis visiter les villes autour. Mais je me souviens que quand je suis revenue le soir, je suis arrivée quand même tard le soir. Tu sais, vers l'heure, c'est pas 19h à l'université, 19h, 20h à l'université. Puis mes amis qui me disaient, hey, t'étais où, tu sais? Puis là, je leur ai dit, je suis allée visiter Borodino. Hein, t'es allée toute seule, puis... Vous autres, il n'y avait pas le courage de le faire? T'as eu le courage de le faire tout seul, tu sais. Puis là, j'ai dit, j'ai failli me perdre, puis... Toi, ça faisait comme combien d'années que tu avais commencé à apprendre le russe ou tes premiers cours? 2 ans, 3 ans, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas... même dans le quotidien, tu sais, même encore aujourd'hui, quelqu'un qui parle pas français, qui nous écoute parler, ou, tu sais, il faut parler plus lentement. Non, j'ai quand même eu de la chance, là. Tu sais, les gens, ils voient qu'on fait des efforts, puis qu'on veut vraiment, là. Fait que, ouais, c'est un trait beau. Fait que ça, c'est mon séjour en Russie, ouais. Fait que là, les autres, ils te voient arriver de ton périple, ou je sais pas si je peux dire périple, là, puis là, ils te voient arriver, t'es comme, wow, t'es allé à Borodino tout seul, puis... OK, moi, faut que je commence à me déniaiser, là, ça fait comme... Tu sais, il y en a qui avaient fait d'autres choses, mais tu sais, sortir tout seul de Moscou, ça a été ma première expérience, là. Ouais. Tu devais être fière. J'étais impressionnée de mon courage. Oui. Puis est-ce que tu as eu le temps de voir tout ce que tu voulais voir? Ou... Non, ouais. Parce que, tu sais, j'avais peur de manquer le train pour revenir. Ah, ouais. Tu sais, mais j'étais quand même loin, puis je voulais pas non plus me perdre, là, tu sais, puis être mal prise. Mais oui, j'ai quand même pas mal vu parce que c'est grand, la Russie. Est-ce qu'il faut le rappeler que c'est long, marcher? Puis que j'étais à pied, puis... mais écoute, c'était... Ben c'est ça. Fait que tu sais, des distances, tu sais pas trop jusqu'où tu vas te rendre, puis qu'est-ce qu'il va y avoir au bout. Fait que là, je me suis rendue jusqu'au musée qui avait une carte. Fait que là, j'avais une carte, mais j'ai pas voulu aller comme jusqu'au village, parce que là, ça m'aurait un peu retardé. J'ai beaucoup arrêté en chemin pour voir plusieurs monuments qu'il y avait. Donc, c'est certain. Là. Puis au retour, on s'entend que j'avais déjà fait le chemin. Fait que je savais par où je m'en allais, mais... Puis ça, toute cette expérience-là, d'aller voir... toucher, découvrir là où ça s'est produit, ces événements historiques-là, ça doit avoir vraiment un impact sur ta compréhension puis ta réalisation de toutes ces choses-là, d'histoire puis toutes tes études. Toi, ça a dû vraiment te donner un choc électrique pour te pousser encore plus de point de vue académique. Ah non? Non, ça l'a juste comme complété, en fait. Ça ne m'a pas apporté... de choc comme ça parce que je l'avais déjà eu avant. Ça m'a comme plus permis de mettre... tu sais, c'est agréable quand tu fais un travail la session d'après puis que c'est tes photos que tu présentes.
Ouais. Tu sais, j'ai visité le lieu, tu parles d'un lieu de mémoire de la famille de Romanov. Je suis allée, j'ai une photo, c'est moi qui l'ai pris. Tu sais, puis je suis allée sur place, j'ai fait un travail sur Borodino, tu sais, puis le feeling que j'ai eu quand j'étais là-bas, moi, écoute, il y a des endroits comme ça qui m'ont marqué dans la vie, puis il y a même une fois, écoute, c'était désert. J'ai croisé personne, en fait. Quand je suis allée de la gare jusqu'au musée, j'ai croisé personne. Puis tu traverses comme une espèce de petit hameau, à un moment donné. Ça a l'air abandonné. Écoute, puis à un moment donné, je marchais, puis il y avait des arbres, tu voyais la plaine, puis j'étais sur la petite route, puis il y avait des... Écoute, je sais pas j'ai dû avoir un flash, puis je vais paraître peut-être folle en disant ça, mais j'ai comme eu une impression, écoute, je pensais vraiment qu'il allait y avoir des cavaliers qui allaient débarquer, là. Puis un peu plus loin, c'est comme un allée, puis il y a un monument au bout, OK? Mais il y a comme un allée d'arbres, puis là, tu avances. Fait que moi, j'arrive devant ça, tu sais. Puis en marchant, pour aller voir ce monument-là de plus proche, ben écoute, j'ai fait le saut parce que tu croises une tranchée, puis il y a comme un bunker allemand, ou tu sais, russe, en béton, avec un truc pour une mitraillette, tu sais. Mais la manière qu'elle était vraiment cachée. Puis au moment où j'ai vraiment sursauté, comme si j'avais eu peur. Sérieux, j'ai eu peur ce coup. J'étais comme, mon Dieu, je m'attendais pas pantoute à ça. Puis ça m'a fait peur. Tu sais, je m'en allais vers le monument qui date de Napoléon. Puis là, il y avait ça. Mais écoute, je sais pas, mais j'étais vraiment dans un feeling. Puis tu sais, c'était silencieux, t'entendais le vent. Puis là, tu vois, tu sais, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un en arrière qui te regarde, là. Mais c'est vraiment un feeling... en tout cas, moi, celle-là, j'ai un petit peu peur, mais je me suis remise. J'ai vu la tranchée après. Mais... non, en fait, c'est juste, ça te met comme dans l'ambiance, tu sais. Tu te dis, tu travailles sur quelque chose, puis tu l'as vu, tu sais. J'ai vu la tombe des Romanov, tu sais. J'ai vu la tombe de Catherine II, j'ai vu ses palais, j'ai vu, tu sais. Je suis allée dans le croiseur Aurora qui est parti de la Révolution, puis, tu sais, c'est mettre des images, puis de marcher dans les pas d'une si grande histoire, tu sais, qui est... Ça, c'est Catherine, ça, c'était tout un personnage historique. C'est ça, tu sais, peu importe ce qui est bon ou mauvais, tu sais, tu dis, j'ai pas eu le temps de tout visiter, tu sais, mais il y a beaucoup de trucs soviétiques encore un peu partout, tu sais, puis il y a des traces, là, de toutes les périodes dans l'architecture, puis, tu sais, c'est comme n'importe où, mais tu sais, c'est quand même quelque chose de... C'est une grande histoire, là. Nous, on est au Québec, on a une petite histoire de 400 ans avec... les Amérindiens, puis, tu sais, la Révolution tranquille. Mais là, tu sais, de visiter... tu sais, on a fait de grandes choses, mais on s'entend que là, je suis allée visiter des palais qui existaient dans le temps que nous, on avait juste l'habitation de Champlain, là. Tu sais, c'est pas le même genre de patrimoine, c'est pas le même genre, puis l'expérience qu'on en ressort, tu sais, je pourrais en parler pendant des heures, là, puis c'est juste un petit voyage. C'est pas... mais ça m'a beaucoup aidé après... Puis là, donc, quand tu es parti de là, est-ce que, avant de partir, est-ce que t'as eu cette sensation-là de « Ah, j'aurais dû plus aller là, il me restait ça à faire, j'aurais aimé ça pouvoir faire ça » J'ai espéré un jour que je retourne. Ouais. Ça fait longtemps que j'espère pouvoir y retourner, mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion. C'est sûr que j'ai pas eu le temps de tout faire ce que je voulais faire parce que c'est un grand pays. Ça reste que ça coûte quand même cher de voyager. Et ben j'étudiais aussi, tu sais, fait que je voulais pas non plus... C'était ça la motivation, dans le fond? C'était ça. J'ai pu faire des recherches dans des archives un petit peu pour mes documents, pour mes futures recherches, ou d'être sur place, puis de pouvoir chercher des choses que tu n'as pas. J'ai ramené des livres. J'ai quand même beaucoup d'expérience, là, puis ça m'a apporté, ça m'a fait faire un séjour d'études à l'étranger. Oui. Puis quand tu es revenu, toi, t'étais... Je veux dire, comment ça t'a changé? Est-ce que ça t'a changé? Oui. 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 Ça a été vraiment le déclencheur de ma série de voyages ou d'envie de partir. Tu sais, des fois, tu as hâte de revenir, mais moi, je reviens, puis 2 jours après, j'ai envie de partir. Tu sais, quand les gens commencent à être tannés de t'entendre parler, « Ouais, t'es revenu, là, arrête d'en parler. » Ouais, mais non, tu sais, je viens juste de revenir. Je pourrais t'en parler. Mais non, oui, ça m'a changé. Ça me donnait une assurance. Ça m'a vraiment fait un déclencheur sur les voyages, là, de moi partir, puis... Oui. Fait que t'es revenu, puis là, ensuite, par la suite, t'as reviens à l'Université Laval. Oui, je suis revenue faire ma session d'hiver. Oui. Il me restait... il me restait l'hiver et l'automne, en fait, à faire. OK. Fait que j'ai fini à l'automne-hiver mon bac. Puis, c'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées en dehors de mes études, là, mes expériences de travail à ce moment-là, mais
Mais oui, ça m'a changé beaucoup. Puis est-ce que ça a changé tes intentions pour tes costumes, ton cosplay? Est-ce que à un moment donné, t'as été inspiré au point de vue costume par la Russie? Peut-être. Je pourrais pas dire. C'est sûr que mes costumes historiques, ils peuvent faire toutes les époques, là, c'est sûr. Mais principalement, tes costumes, toi, c'est vraiment du Québec? C'est pour le Québec, c'est pour les événements? J'avais... si tu parles de mes costumes d'époque, là, c'était... je travaillais en Nouvelle-France. Donc oui, mes costumes, c'est Nouvelle-France. Okay. J'essaie beaucoup de m'y ramener le plus possible. Donc, c'est paysans. Puis, tu sais, il faut que tu représentes aussi. Quand tu fais le défilé, ben ils te fournissent une bénévole. Il faut que tu sois en paysan. Moi, j'ai certains costumes un peu plus de nobles. Tu sais, mais pas la bourgeoisie. C'est vraiment la noblesse ou la paysannerie. C'est un ou l'autre. Tu sais, ça peut être une forme de soldat aussi. Tu sais, c'est vraiment très Nouvelle-France. Puis c'est ce qu'on porte au quotidien pour travailler dans des monuments historiques. Fait que c'est sûr que tu représentes la Nouvelle-France. Il n'y aurait jamais une noble russe qui va venir visiter le Québec. Là, dans mon cosplay autre, qui n'est pas historique, ben oui, je pourrais me déguiser en n'importe quoi. Là. Je prends pour aller, si on va prendre Marvel, là, la veuve noire est russe. Là. Fait que, ouais. Ben, ça pourrait être cool, c'est un mélange de Black Widow, la veuve noire, avec mélangé avec un costume d'époque, tu sais, comme faire, je pense qu'il y en a Il y en a, je pense. Ouais, sûrement. Mais c'est ça. Est-ce que ça m'inspire? Je pourrais pas te dire, mais c'est sûr que c'est mon imaginaire, là, la Russie, c'est mon premier attache historique de base. Là. Puis quand je suis revenue, ben, ça m'a comme plus ça m'a changé aussi. Ça m'a fait du bien là, de changer. Ça m'a donné un peu de courage. Ben, dans quel sens? OK, pour la prochaine étape. Ça a comme fait il y a un avant puis un après la Russie. Là, toi, ça t'encourage pour la prochaine étape de ta carrière. Quand tu as fini ton cours à l'université, qu'est-ce qui se passe après? Bien, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'après la Russie, je suis revenue, j'ai fait une session, puis je suis partie en Saskatchewan pour un travail. Ah. Je suis revenue, j'ai terminé mon bac. Puis, je cherchais de l'emploi. Et j'ai eu une occasion, j'ai terminé en décembre, donc je suis entrée... évidemment, j'avais encore mon emploi étudiant, là, j'étais pas mal prise, là, mais je me cherchais un emploi dans mon domaine comme tout diplômé. Et j'ai eu l'occasion de partir avec l'organisation francophonie, franco-jeunesse québécois, France-Québec, à l'époque. Je sais pas aujourd'hui comment ça s'appelle. À l'époque, c'était l'EFQJ. Je suis partie là-bas, j'ai eu un stage rémunéré, si on veut, en France. Fait que je suis partie en juin 2019. En 2009, oui. Pour la première fois pour la France. C'est ça. Fait que ça m'a été ma première expérience à La Rochelle. C'était à ce moment-là. C'est ça le point de destination? C'était ça la destination? OK. Oui, j'ai été travailler dans les tours de La Rochelle. OK. C'est quoi ça, La Rochelle? Peux-tu mettre en contexte? C'est quoi? La Rochelle, c'est une ville qui est sur l'Atlantique, qui est à peu près à 3 heures de train de Paris, qui est entre Bordeaux et Nantes. En fait, si on se situe sur la côte atlantique. C'est le point de départ de la majorité des immigrants qui sont partis de la France pour venir au Québec. Les Filles du Roi, ces affaires-là. Okay. C'est un des gros ports à l'époque. Ouais, ça, je vais pouvoir t'envoyer des très belles photos parce que ce que tu vas trouver sur Internet, je trouve pas ça toujours très beau. Mais en tout cas, je vais le présenter avec le Google Maps, ça, juste pour montrer c'est où. C'est ça. C'est en Charente-Maritime, aujourd'hui, qui est plus ça, c'est dans l'Aquitaine, mais c'est en Charente-Maritime. C'est vraiment entre Bordeaux et Nantes, sur le bord de l'eau. C'est proche du Fort Boyard, si jamais les gens... on le voit dans la tour, d'ailleurs. Ah oui, c'est très drôle parce que tu arrives en France, toi, ça fait 10 ans ou 15 ans que ça passe plus à la télé, mais eux, ça passe tous les jours, puis à chaque année, il y a... Ah oui, ça joue encore là-bas? Ah oui, c'est loué, hein, à chaque été, c'est tant de semaines, puis tu peux pas t'approcher en bateau à cause qu'ils font des tournages. Oui, non, c'est... Pour ceux qui ne savent pas, Fort Boyard, c'était une émission dans les années 90, mais ils l'ont refait il y a quelques années. Des compétition dans un château où c'est que tu avais un vieux bonhomme. C'était dans un fort, excusez-moi. Puis on avait des compétitions à grimper, aller chercher des items, des prix ou des trucs comme ça. C'était un peu casse-cou. Oui, puis c'est surtout que c'était en fonction de tes peurs, là. Fait que si t'avais le vertige, tu te faisais sauter. Puis si t'aimais pas les araignées, t'étais pas avec les araignées. Les araignées aussi, ouais. Puis les énigmes. Fait que, non, c'est dans plusieurs pays en passant, puis ça me fait vraiment rire. Et c'est proche de ça. Donc, La Rochelle, comme je disais, c'est ma deuxième maison. Moi, l'accès au fleuve... l'air marin,
c'est merveilleux. Fait que je travaillais dans les tours, dans le Vieux-Port, en costume d'époque. Puis c'est ça, c'est une expérience acquise, en fait, dans mon domaine, d'être guide, de faire des expositions, de parler du Québec à des Français. Hey, tu devais, quand tu as eu ce job-là, t'en revenais pas? Tu as dit, je m'en vais en France, je m'en vais à La Rochelle, je m'en vais dans un fort, je m'en vais... Je connaissais rien, en plus. Moi, je connaissais rien de ça, là. Je suis vraiment partie sago. Puis, ben c'est là, ça m'a comme un peu réconcilié avec mon histoire d'ici, parce que je travaillais, tu sais, c'est une histoire que je connais sans avoir étudié là-dedans nécessairement. Tu sais, c'est notre histoire, je m'étais pas spécialisée là-dedans, puis je cherchais pas non plus à l'époque. Aujourd'hui, c'est moins vrai, mais... Je cherchais pas nécessairement à me spécialiser dans l'histoire du Québec, là. Ouais. Je voulais partir. Mon rêve, c'était de partir le plus loin possible. C'est plus vrai aujourd'hui. OK, c'était pas fait encore. Dans le fond, toi, tes études, ça, c'était... Moi, je travaillais... Mes études en patrimoine puis en histoire, là, mon bac, là, j'ai été connue pour la fille qui était en Russie puis qui travaille sur la Russie. Ah, OK. Il n'y avait pas une... Tu sais, mon travail de fin d'études, j'ai fait sur les Romanov, là, sur la mémoire des Romanov, puis sur le fait qu'ils venaient de retrouver les derniers corps puis des nouveaux indices puis des affaires l'année que je suis revenue. Tu sais, en 2008, tu sais, puis, tu sais, j'avais travaillé sur des sujets. J'ai fait un de mes travaux à l'époque. C'était sur le manège militaire de Québec qui a brûlé la veille de mon exposé oral. Ah, ouais, pas vrai. En 2008. Ouais. C'est quoi qui est arrivé, ça, le manège de Québec? Le manège militaire de Québec qui a brûlé en 2008. Attends, excuse-moi, mais je veux juste... Donc, tu sais, c'était pas... Mais, tu sais, c'est pour faire une marche, c'est ça. Je suis partie à La Rochelle, puis ça finit là, puis je suis tombée amoureuse de la ville. Et je me souviendrai toujours de ma collègue là-bas. Il y a eu une de mes visites touristiques. Il y avait un Acadien du Nouveau-Brunswick qui était venu à La Rochelle. Fait qu'évidemment, tu sais, il avait bien vu que je n'étais pas française, tu sais. Et à la fin de la visite, on a continué à parler. Puis évidemment, il y avait son accent acadien avec certaines expressions acadiennes qu'il utilisait que moi, je comprenais très bien. Et je me souviendrai toujours de ma collègue qui dit « Je vous regardais, puis tu comprenais ce qu'il disait? » elle comprenait rien. Ouais. Puis moi, j'étais comme « Ben oui. » Mais ouais. Manège militaire, tu mets des photos de ça? Ouais, ben je sais pas, ça m'a... Donc, en 2008, il y a ce feu-là, mais toi, c'était quoi la connexion, dans le fond, toi, Ben moi, j'ai fait un travail universitaire sur le manège à l'époque, un petit travail historique, là, tu sais, comme on fait à l'université, des petites recherches. Ouais. Et la veille de mon exposé oral, dans la nuit du samedi au dimanche, ça l'a brûlé, j'avais mon exposé oral le lundi. Moi, ça a quand même une connexion aussi personnelle. Ouais. Ben, mes parents se sont rencontrés là, à l'époque. C'est comme ça que mes parents étaient tous les deux dans les voltigeurs. Donc, ils se sont rencontrés là. Mon grand-père a déjà travaillé là aussi à l'époque. Donc, triple signification. Et moi, j'ai déjà... Quadruple signification. Travaillé là. Donc, la personne qui a... Il y a des gens que je connais qui sont encore là puis qui étaient très attachés. Puis il y a tout un patrimoine aussi qui est attaché à ça. C'est un édifice historique construit dans un style, à l'époque, c'est unique, là. Puis ça n'avait pas été modifié depuis sa construction. Puis, il n'y a pas eu de précaution. C'est un accident, là. Ouais. Non, c'est un accident. En fait, c'est que, tu sais, le toit, c'était une salle de parade vernis, mais dans l'entretoit, l'isolation, c'est du brin de scie. Il faisait des travaux. Puis, je regarde, on est en studio, tu as des lumières. Ben, il est en train d'installer les gicleurs, en fait. Puis ça l'a brûlé. Fait que mais c'était pas ça aussi à Notre-Dame? Il était en train de faire des rénovations, puis il faudrait voir c'est quoi qui s'est passé. Je peux pas vraiment dire la cause, mais je crois pas que ça soit vraiment... des gicleurs ou des ben, tu sais, c'est sûr que, si on regarde les photos, les vidéos de Notre-Dame de Paris, tu vois bien que les lances de pompiers ne se rendent même pas à la moitié de l'église. Bon. Mais, tu sais, oui, c'est vrai qu'il y avait des échafauds sur la flèche et puis qu'il y avait des travaux, mais là, je ne suis pas assez connaissance de vraiment c'est quoi qui est perdu. Mais, tu sais, comme, juste pour dire, maintenant, c'est ça, là, c'est que, oui, il installait des gicleurs, il faisait des réparations, mais, tu sais, il y a eu un petit court-circuit, on étincelle d'une lumière, le brin de scie qui est là depuis 100 ans. Puis les pertes, tu te souviens-tu approximativement, c'était quoi? Il y avait comme, mis à part l'édifice en tant que tel, est-ce qu'il y avait des documents ou des... Ben, ils ont quand même réussi à sauver beaucoup de choses là, qui étaient dans le musée parce que le musée était
à l'extrémité, puis c'est vraiment comme la salle au milieu qui est brûlée. Les bureaux administratifs, évidemment, qui ont perdu des affaires, mais ils ont quand même réussi à sauver le gros des affaires historiques de la musique. Là. C'était quand même... Donc, ça, c'était en 2008, mais toi, tu es à La Rochelle. Je suis partie en 2009 à La Rochelle. 2009. Ouais. Puis ça te permet de renouer ou de trouver une nouvelle façon dans ta carrière, de trouver une nouvelle direction. Là. Oui, un peu, mais dans le sens que ça m'a peut-être comme plus réconcilié avec ma culture, mon histoire, puis le fait de vouloir partager ça, parce que, tu sais, en fait, les Français aiment beaucoup qu'on leur parle du Québec. Ils nous entendent parler, puis là, ils nous posent des questions sur nos expressions, puis nous, la France, c'est là que je me suis rendu compte que, tu sais, à l'époque, il y avait un inventaire qui avait été fait parce que ça avait un lien avec le 400e anniversaire de Québec, quand même, l'exposition qui avait un lien. Tu sais, c'est là que tu te rends compte. Les Français trouvaient ça drôle que dans la région de La Rochelle, il y avait beaucoup de Québécois qui viennent à la recherche de leurs ancêtres. Fait qu'il y avait de plus en plus de Québécois qui venaient visiter la région, tu sais, qui sortaient de La Rochelle pour aller dans les petits villages autour, voir les cimetières, les choses, tu sais, parce que leurs ancêtres venaient de là, tu sais, ou sont partis de La Rochelle, puis on pense qu'ils viennent de la région, etc. Puis il y en a vraiment beaucoup, là, de la Charente puis de la Charente-Maritime qui ont descendu, là, puis c'est reconnu, tu sais. Fait que les Français sont toujours impressionnés qu'on vienne, tu sais, parce que pour eux, c'est un grain de sel dans leur histoire. Tu sais, il y a quelques petites anecdotes, mais à La Rochelle, c'est un grand port qui a eu beaucoup de liens avec les colonies des Caraïbes, la traite des esclaves, qui a duré pas mal plus longtemps que le petit 50 ou 100 ans de Québec et La Rochelle, là, tu sais. La Rochelle, c'est pas loin de Brouage, qui est la ville natale de Samuel de Champlain. Tu sais, fait qu'il y a la Maison du Québec, il y a la rue du Québec, mais en dehors de ça, les gens ils connaissent pas nécessairement nous, puis ils sont toujours impressionnés des grands espaces. Si tu pars de Paris, tu fais 3 heures de train, tu as changé de pays. Fais 3 heures de route, tu es encore au Québec. Ouais. Quand tu arrives là-bas, c'est quoi ton impression en premier, quand tu arrives à La Rochelle? Tu es arrivé par où? Dans le fond, il faut que tu arrives par... Moi, je suis arrivée à la gare, pas en train de Paris. Oui. Fait que tu arrives dans le centre-ville. OK. Puis ta première impression, c'est quoi comme village? C'est quoi comme... C'est une ville. C'est vide? C'est une ville. Oui, c'est une ville, mais je veux dire, c'est comme ça. C'est comparable à quoi, mettons? C'est un port, fait que c'est comparable à genre un... Oui, mais écoute, c'est difficile de dire, là, parce que c'est un centre-ville historique qui a de l'air de Québec, là. OK, ça ressemble à Québec. Okay. Ça ressemble au Vieux-Québec, là, puis mais il y a des quartiers, une architecture probablement plus latine ou genre romaine ou des édifices. Je pourrais pas te dire, l'architecture, c'est historique, tout simplement. Puis les gens, c'était comment Ils sont calmes, mais c'est comme... en tout cas, c'est le fun. Ouais. Prendre mon temps... t'arrives là, puis c'est au ralenti, c'est zen. Oui, le monde a 2 heures de dîner, puis ils sont sur les terrasses, puis là, t'es comme, personne ne travaille. Mais non, j'ai adoré ça. Je peux pas vraiment expliquer la ville, il faut le voir, là, c'est... il y a vraiment un cachet historique, il n'y a pas juste le fort de La Rochelle. Non, ils ont gardé leurs murs, ils ont eu de la chance. Là, La Rochelle, c'est connu pour le siège de La Rochelle avec le cardinal de Richelieu. Il a fait la digue est encore là. Quand tu dis la digue, ça, c'est pour prévenir des... En fait, ils ont assiégé La Rochelle. La Rochelle a déjà été assiégée. C'est à cause de la digue. Ils empêchaient les bateaux d'entrer puis de sortir. Fait que ils ont assiégé la ville. C'est comme ça qu'ils ont réussi, d'ailleurs, à gagner la ville. Parce que La Rochelle, on l'appelle la Belle et Rebelle. Ah oui, pour vrai? C'est une ville protestante. Ah. Un siège catholique. Ah oui, pour vrai? C'était le siège des protestants à l'époque. Je ne suis pas une spécialiste de cette période-là de l'histoire. Mon professeur pourrait t'en parler pas mal plus longtemps que moi. Quand même, juste que tu me dis ça nous permet de mettre en contexte puis d'expliquer aux gens là, c'est quoi La Rochelle, parce que moi, Mais La Rochelle, c'est la Belle et Rebelle, et c'est une très belle ville. C'est merveilleux. Moi, j'adore La Rochelle. Oui, tu es tout de suite tombé en amour avec. Là, oui. OK. Puis, je me souviens de ma première photo, c'est celle-là que j'ai partout chez nous, qui est encadrée sur mon bureau. OK, j'espère que tu pourras la prêter pour le podcast. C'est comme ma photo de Moscou. J'ai ma photo de Moscou, ma photo de La Rochelle, c'est... on aimerait savoir ça. Si tu veux me prêter cette photo-là, on peut l'afficher tout de suite là, maintenant. J'en ai plusieurs. Excellent, oui, merci. Si on peut poursuivre, j'aimerais beaucoup peut-être revivre les moments les plus intéressants là, que toi, tu veux partager avec nous. Là. J'ai habité à La Rochelle, en fait. C'est ça. Je suis partie de juin à octobre. Je suis revenue ensuite au Canada. Puis je suis repartie en septembre de l'année d'après pour partir 2 ans étudier à l'Université de La Rochelle, carrément. Donc, tu es allé là en premier lieu pour un stage, puis tu es retourné. Oui.
Puis ensuite, tu as décidé, je veux trouver une raison, je veux pouvoir me trouver un travail là-bas. Là. Non, en fait, j'ai décidé de faire ma maîtrise. Maîtrise carrément, là. Oui, et j'ai décidé de faire ma maîtrise à La Rochelle. Est-ce que ça a été compliqué de faire ça, de trouver une façon de faire la maîtrise? Il y a plusieurs programmes, tu sais, qui le permettent avec France-Québec. Moi, j'ai juste eu la chance que le Québec et la France ont une entente particulière pour les études. Et non, j'ai fait comme tous les étudiants. J'ai envoyé mon dossier de candidature, puis j'ai fait mes recherches pour avoir un lieu de résidence. J'ai envoyé mes dossiers comme on faisait avec la méthode qu'il faut utiliser. Oui, il y en a qui ne savent pas. Moi, je ne le sais pas. Fait que tu viens de me l'apprendre. Mais tu sais, là, il faut s'entendre. Là, moi, j'ai travaillé sur les relations France-Québec. On s'entend que le Québec et la France, ils ont des ententes particulières dans les deux sens. Ce qui fait en sorte que les Français peuvent venir ici sous certaines ententes et nous, on peut aller là-bas aussi. Fait que c'est un peu à cause de ça que je suis partie là-bas. Je voulais faire ma maîtrise. Ça faisait longtemps que je voulais continuer mes études. Puis, c'est ça. J'ai décidé d'aller faire mes études à La Rochelle puis de travailler sur un sujet d'étude qui est très précis à cette région-là, où les archives majoritairement qui datent de la Nouvelle-France sont dans la région de la Charente-Maritime. C'est le berceau principal de la Nouvelle-France. J'ai travaillé sur l'utilisation des commémorations, l'utilisation d'un symbole comme Champlain dans les relations entre la France et le Québec. D'utiliser des symboles pour nous attirer, pour dire « Hey, on a une histoire commune », puis c'est utilisé beaucoup économiquement à l'époque. Moi, j'ai travaillé sur la fin du 19e siècle, mais c'est mis de l'avant d'une certaine manière. Puis toutes les petites anecdotes qu'il peut avoir, que tu peux démolir certains mythes et en créer d'autres. Ou il y a une rue à La Rochelle qui s'appelle la rue de l'Escale, que le mythe voulait que les roches par terre venaient de la Nouvelle-France, mais c'est pas vrai, en fait. Mais c'est resté. Mais tu sais, il y a toutes plein de petites marques, tu sais, puis c'est minuscule, comme je disais tantôt, tu sais, à La Rochelle, c'est un grain de sel dans leur histoire, là. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire... Puis je voulais faire une maîtrise en patrimoine, puis à l'époque, ici, ça n'existait pas vraiment en termes de programme. Puis j'ai décidé de retourner à La Rochelle parce que j'étais à l'aise de retourner là aussi, puis que je connaissais des gens. J'avais un réseau. Puis pour partir visiter, j'étais à l'aise de laisser mes choses là, puis de partir ensuite visiter d'autres régions et d'autres choses. C'était moins intimidant qu'en Russie. Ouais, mais je sais pas. Puis j'adore La Rochelle. J'ai fait mon stage autour. J'ai fait un deuxième stage pendant mes études, d'ailleurs. Ah ouais, dans les tours, oui. OK, c'est durant tes études que le stage dans J'ai fait 2 stages, en fait. Tour, j'ai fait 2 stages dans les tours. Ah, OK, 2 stages. Je suis partie la première fois, en 2009, pour faire un stage vraiment sur l'exposition. C'était la 2e année. Et ils voulaient une Québécoise pour parler de l'exposition sur le Québec. Fait que ça, je suis partie. Puis quand je suis retournée, dans le cadre de ma maîtrise, j'ai décidé de faire un stage là, parce qu'il fallait que je fasse un stage. Je n'étais pas obligée, mais c'était recommandé. C'était un stage en patrimoine. Puis comme j'avais des contacts à la tour, puis que je continuais de mettre des costumes puis de participer à l'ambiance, j'ai demandé à mon ami, j'ai dit « Hey, ça te rend-tu si je fais un stage à la tour? » Puis il m'a dit « Ben non, tu nous feras un rapport. » Puis entre-temps, entre mon départ, mon premier stage et le deuxième stage, il y avait eu... il y a eu l'ouragan Cynthia et ça l'avait détruit une bonne partie de la tour. Pas détruite, la tour est encore debout, mais ça l'a inondé la tour sur plusieurs mètres à l'intérieur. Donc, il a fallu qu'ils refassent la scénographie de l'exposition parce qu'on perdait un étage, en fait. Et à cause des dégâts, ils ont décidé comme de remonter la boutique et l'accueil à l'étage supérieur. Donc, on perdait un étage. Alors, il a fallu refaire la scénographie de l'exposition à l'époque. Puis, il y avait quelques années plus tard, il y a eu aussi l'anniversaire des Filles du Roi. Donc, tu sais, il y avait comme un lien là que j'ai commencé à mettre en place et que j'ai aidé à cette reconstitution-là avec mon stage. Toi, est-ce que tu étais là pendant l'ouragan? Non. Oui, mais j'étais pas à La Rochelle. Ah, OK. Mais j'étais en France, oui, à ce moment-là. Quand tu as entendu parler, qu'est-ce qui est arrivé? Quand tu as pris conscience de cet ouragan-là, quand tu l'as vu aux nouvelles, comment tu as appris que... Tu te souviens de ta réaction ou t'as fait comme... tu sais, on était... Moi, j'étais à Paris à ce moment-là. J'étais avec des amis à Paris, puis j'ai peur, je peux le dire. Là, j'ai des amis qui auraient pu être en danger. Puis quand j'ai vu les dégâts que ça l'a fait en ville, ça m'a un peu choquée aussi. Là, ouais. Ça, c'était en 2009? 2010? En mars 2010.
Le musée, est-ce qu'il y a des photos de ça? Le musée, on pourrait voir... je crois pas. C'est pas un musée, c'est une tour. Fait que, mais il y a quand même une présentation. C'est pas considéré comme un musée. C'est comme un... je sais pas s'ils ont présenté des images, mais en tout cas, les gens en ont entendu beaucoup parler. Moi, j'ai vu les dégâts, puis même l'année d'après, ça, tu sais, sur le dégât sur le port et tout, ça apparaissait, tu sais. Fait que toi, tu es à Paris à ce moment-là, puis là, tu reviens... Je reviens quelques jours plus tard à La Rochelle. Tu n'as pas pu rentrer avant parce que sûrement j'aurais pu, mais là, c'était sinistré ou non, j'aurais pu, mais tu sais, l'eau s'était retirée, là, mais... Puis tu es arrivé là, tes collègues, eux autres, ils étaient comment? Ils devaient être désemparés? Non, je pense que c'est... Ils sont habitués à ce genre de situation ou ça, c'était vraiment une exception celle-là, c'est une des grosses, là. OK, parce qu'ils s'attendaient un peu à ça, vu qu'ils sont sur le bord de l'océan. C'est ça, tu sais, c'est des pertes matérielles, mais ouais. Quand je suis repartie, c'est ça, mon stage, en fait, j'ai remonté l'exposition complètement qu'il y avait avec les travaux qu'ils venaient de faire, puis ça avait juste pas d'allure ce qu'ils avaient fait, fait qu'une chance que je suis arrivée pour un peu replacer, un peu faire une chronologie de ce qu'il y avait à présenter dans l'exposition pour maintenir quand même... Mon travail, c'est ça, en fait. Moi, c'est l'événementiel, un événement, une exposition, il faut que ça ait un sens. Oui. Fait que j'ai fait un peu le sens, puis j'avais refait un guide, en fait, autant pour le public que pour mes collègues là-bas qui faisaient des visites guidées sans savoir vraiment trop. Fait que je leur ai fait un guide de l'exposition, tu sais. Puis un guide aussi qu'on pouvait donner au public, là, puis pour les aider à l'époque, en tout cas, j'avais fait ça. Fait que là, rendu là, à La Rochelle, ça a ouvert la porte à ta carrière, ça t'a vraiment canalisé ou dirigé dans la bonne direction. Puis là, après ça, par la suite, lorsque tu es revenu au Québec, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est arrivé par la suite dans ta carrière? Bien, moi, j'avais terminé ma maîtrise. Et bien évidemment, comme toute jeune personne, on cherche du travail. Et je me suis ramassée à travailler où je travaille. Maintenant, c'est plus une passion. Là, je partage ça. C'est plus une passion là, que je fais avec les Fêtes de la Nouvelle-France. Les rendez-vous de l'histoire, maintenant que c'est la 3e édition cette année. C'est vraiment plus pour moi. C'est quelque chose que, tu sais, comme à mon travail, des fois, on organise des événements, mais je fais toujours une petite présentation historique sur quelque chose. Je travaille dans un édifice historique, donc quand on trouve des trucs historiques, c'est toujours très drôle. Ils viennent tout le temps me voir. Puis ça m'intéresse aussi, tu sais, de voir l'évolution des monuments dans le bâtiment dans lequel j'ai travaillé. Tu sais, le paysage autour a beaucoup changé. Puis c'est toujours très drôle quand on trouve des vieilles photos. Ils ont trouvé des vieilles archives. Puis là, moi, j'étais comme, hey, je veux les voir. Là, j'avais eu l'autorisation de les voir. Puis elle me regardait, elle dit, mon Dieu, t'as tellement l'air d'aimer ça. Puis fait que c'est vraiment comme plus une passion maintenant que je développe pour moi. Mais vis-à-vis pour le patrimoine au Québec, puis tout ça, comment est-ce qu'on enchaîne avec ça? Est-ce que... Ben, c'est comme tu veux. Moi, pour moi, en fait, je trouve que le patrimoine, c'est méconnu. Puis, c'est méconnu de la plupart des gens, en fait, l'impact que ça peut avoir sur un quartier ou une région ou qu'est-ce que ça représente vraiment. Donc, c'est un peu ça que je préfère faire découvrir, là, c'est de faire connaître, en fait, ces aspects-là à la plus grande majorité des gens. J'ai été beaucoup influencée par un de mes professeurs, en fait, là-dessus. Puis j'ai continué de développer mon travail sur la mémoire, les commémorations, le souvenir, la transmission de la mémoire, en fait. Autant la mémoire dans des images, des paroles, des gestes, mais aussi le bâti. Puis je m'intéresse aussi au patrimoine naturel, donc les parcs. C'est un ensemble, en fait, le patrimoine. Puis je pense que dans une société, c'est important. Quand tu dis mémoire, la mémoire... Bien, la mémoire, c'est se souvenir des événements, des lieux, des personnes. C'est la mémoire d'un savoir-faire qui se perd. On prend Notre-Dame de Paris, comme on parlait tout à l'heure. Bien, refaire la cathédrale, ça va demander des gens qui ont un savoir-faire au niveau des pierres, au niveau de la charpente, au niveau... C'est des savoir-faire que maintenant, on redécouvre. Puis au Québec, encore mieux. Mais il y a des gens... C'est des choses qu'on a perdues. C'est des choses qu'on faisait ici avant, qu'on construisait nos maisons d'une certaine manière. Ça s'est perdu parce qu'on n'utilise plus de charpentier, mettons. Ou on n'utilise plus de maçon pour faire nos briques ou nos... Ou les souliers en bois. C'est des choses qu'on perd. Des cordonniers, il y en a de moins en moins. Des gens qui ont de l'écriture, les gens qui construisent les bateaux. En ethnologie, on faisait ça à l'université. Il y a un beau centre de recherche là-dessus. Puis il y a des chaires de recherche nombreuses dans le sujet. Les gens oublient. Ils ont la faculté d'oublier. Comme moi, la dernière chose à l'actualité, j'ai vu, c'est qu'on essaie de... Il y a eu l'annonce pour les expropriations, par exemple, à Québec pour le tramway.
c'est sorti. Donc, tu sais, là, on va parler d'expropriation de terrain, de bâtiments, de maisons, etc. Bon. Mais l'expropriation, là, ça s'est fait par le passé, puis on dirait des fois qu'on recrée. Tu sais, si on prend Montréal, par exemple, ben dans les années 60, ils ont démoli des quartiers entiers. Oui, tu vas me dire, c'est des faubourgs où les gens n'étaient pas très riches. Mais il y avait une activité sociale, puis il y avait un tissu social de créer. Les gens ont été déracinés de leur quartier où il y avait leurs épiceries, leurs écoles, tout. Là, il y avait vraiment une vie de quartier. On a ça partout encore aujourd'hui, à Québec aussi. Tu sais, on vit dans notre quartier. On a des jeux pour enfants, on a nos patros, on a nos épiceries de quartier, on a nos voisins, notre entraide. Oui, des fois, des quartiers plus ou moins riches. Mais tu sais, c'est une vie qu'on se forme là, puis tout d'un coup, ben on rase tout. Et on a fait ça dans les années 60, puis il y a des choses qu'on a construites qu'on n'a même pas terminées pour bétonner des lieux. À Québec, dans les années 60, ils ont construit l'autoroute du Frein. Ils ont même fait une partie du tunnel qui devait traverser Québec qui n'a jamais été terminée. Mais pour faire cette autoroute-là, qu'ils ont détruit en partie il y a quelques années, parce qu'elle n'est plus utilisée, ils ont détruit des bretelles inutiles qui allaient dans le vide. Mais ils ont détruit un quartier qui était à l'époque un quartier chinois en majorité. Ça, le cercle de béton. Bon, on voit les merveilleuses constructions, mais avant ça, donc, il y avait un quartier... On voit les images. C'est ça, ils ont détruit quand même des pans de quartier, puis on détruit pour faire des fois des choses de rien. Donc, l'histoire, on la reproduit, mais on l'oublie et on la change aussi. Je trouve ça désagréable de voir des fois qu'on essaie de changer l'histoire pour la mettre d'un seul point de vue. Fait que ça, c'est les gens qui ont une méconnaissance. Oui, il y a des choses, moi, je pense qu'il faut mettre en contexte de l'époque dans laquelle on est, puis dans laquelle les choses ont été faites. Donc, dans les derniers mois, il y a eu les déboulonnements de statues. Ouais. Bien, je comprends que tel personnage historique, on va prendre MacDonald, OK? À l'époque, c'est le premier ministre du Canada. Peut-être pas tout fait correct, mais on parle d'il y a plus de 100 ans. Il est même sur nos dollars. Il est sur nos billets de banque depuis des années. Puis là, soudainement, il faudrait qu'on enlève toute référence à lui. Ben, on peut pas nier qu'il a fait ça. On peut l'expliquer. On peut dire, oui, peut-être qu'aujourd'hui, il n'aurait pas dû faire ça. Puis aujourd'hui, ben, ça ne devrait pas se faire non plus, ce qu'il a fait. Mais c'était comme ça dans le temps. Et on peut-tu l'effacer puis dire qu'il n'a pas existé? Ben, c'est ça qu'on essaie de faire. Mais c'est ça le danger, c'est qu'il y a une tendance en ce moment d'avoir tout parfait puis de détruire le passé ou d'effacer le passé pour, comme si ça allait justifier qu'aujourd'hui, on a une capacité de bien juger puis de... Mais tout est parfait. Mes études puis mes recherches, c'est surtout effacer quel passé que tu effaces. Ouais. Quel passé tu effaces réellement en faisant ça? Parce qu'en fait, tu crées un nouveau passé en oubliant des choses. Ouais. Mais non, il ne faut pas oublier. Ça s'est passé. Il faut pas oublier. Comme si on avait honte. Ou c'est pas une honte. Écoute, moi, je me dis, on se le fait encore dire qu'on a donné des couvertures pleines de vérole aux Amérindiens à l'époque. C'est vrai, ça a été prouvé qu'ils ont donné les lots de couverture pour transmettre des maladies. C'est vrai, ça a été prouvé historiquement parlant que ça a été fait par les premiers Français qui ont voulu... Moi, j'avais entendu que c'était un mercenaire suédois qui avait fait ça. Mais c'est... On blâme les Suédois. Ça a été prouvé que c'est arrivé, tu sais, qu'on... Bon. Pourquoi ils ont fait ça? Je peux pas le dire. J'étais pas là. Est-ce que j'ai besoin de m'excuser pour ça aujourd'hui? Moi, je crois pas, là. Je pense qu'on peut pas s'excuser pour le tort qu'on a fait. Puis c'était à une époque différente. Puis oui, on a mal fait. Puis... quand tu dis « on », c'est ça. On blâme le patriotisme, on blâme la couleur de peau, on blâme l'allégeance à un pays. Puis moi, j'en suis pas responsable. C'est sûr que j'ai honte de ce qui a été fait par le passé, mais moi, j'étais pas là. Puis c'est ça. Oui, c'est assez problématique, cette mentalité-là, de vouloir blâmer puis effacer le passé puis rattacher la couleur de peau aujourd'hui à quelque chose qui a été fait il y a 500 ans. Mais est-ce que tu considères, comment je pourrais dire ça? Je considère ça comme... Mais c'est difficile à exprimer, mais c'est ça. Il faut que tu connaisses d'où tu viens puis qu'est-ce qui a été fait avant toi pour pouvoir avancer, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, il ne faut plus qu'on le fasse. Exact. Mais je ne peux pas l'effacer. Mais non, parce que mais en même temps, si je l'efface, dans 100 ans, ça peut revenir, parce qu'on n'en parle plus.
Il y a tout ce risque-là qui pour moi, je me suis beaucoup intéressée, là. Pour moi, c'est très important de se souvenir des grandes guerres. Oui. Des batailles qui ont eu lieu, puis le souvenir des gens qui ont fait un sacrifice pour qu'aujourd'hui, on vive libre. Oui. Ils se sont battus, il y a eu des millions de morts pour qu'aujourd'hui, je puisse parler dans ma langue et vivre libre. OK? Dans un milieu qui est assez ouvert, qui est multiculturel. On a des libertés qu'on a acquises. Je suis une femme, on a acquis le droit de vote. Oui, il y a une évolution. Il y a eu une évolution, puis il y a des gens qui se sont sacrifiés pour ça. Oui. Bon. Mais il faut s'en souvenir. Tout à fait. C'est important. On n'en parle pas beaucoup, mais... c'est l'éducation, l'histoire est très importante. Puis... Il faut transmettre ça à nos gens pour ne pas non plus reproduire ce qui est arrivé. Faut pas que ça revienne. Oui, non, je suis d'accord avec toi. On peut ne pas être d'accord avec certaines choses qu'on fait aujourd'hui. On peut avoir nos propres opinions, tout le monde, mais c'est important, comme société, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Par exemple, la colonisation en Afrique qui a fait des gros dégâts culturels. Ou, imposer la religion dans un nouvel endroit, imposer la religion sur un pays qui est... Ou considérer les gens qui y habitent comme des esclaves. Oui. Ça, il ne faut pas le reproduire, mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on s'en souvienne, il faut qu'on le transmette. Donc, c'est ça, transmettre la mémoire, le souvenir, c'est pas démolir tous les bâtiments pour faire des nouvelles tours modernes. C'est aussi inclure que le fait que ton quartier, il a évolué, qu'il y a des vieilles maisons dedans, puis qu'il y a des nouveautés. Puis que le patrimoine, oui, des choses qui peuvent paraître vieilles, mais qui méritent d'être sauvegardées. Oui. Les statues, je veux dire, c'est des statues en tôle, puis ça, je veux dire, ça peut être enlevé, ça peut être remplacé, je veux dire... Mais il y a une importance quand même de certaines de ces statues-là qui peuvent avoir au moins un point d'ancrage dans l'histoire, qu'on peut les mettre dans un musée puis qu'on peut écrire sous la statue ce que ça symbolisait, puis c'est quoi la richesse historique, puis qu'est-ce que ça peut nous apprendre aujourd'hui. Puis c'est ça. Il y a le danger de carrément effacer ces statues-là puis de pointer du doigt des gens qui, à l'époque, ne connaissaient pas ce que nous, on connaît aujourd'hui, puis de les blâmer pour des... Admettons, j'ai vu sur Facebook, puis ça, je l'ai mentionné dans l'autre podcast que j'ai fait avec Ron Domerson. Je ne sais pas si tu vas le voir, il n'est pas encore diffusé, là, mais c'est ça qu'on mentionnait, c'était que, je veux dire, moi, j'ai vu sur Facebook un commentaire sur une de ces statues-là qui avait été enlevée, puis la personne mentionnait que, bon, maintenant qu'on a enlevé cette statue de ce raciste-là, la prochaine à enlever, ça va être celle d'Abraham Lincoln. Là, à ce moment-là, j'ai lu ça, puis j'ai dit, OK, Abraham Lincoln, il était peut-être pas parfait, puis il y avait peut-être des plantations où, tu sais, je connais pas exactement tout ce personnage-là, mais c'est lui qui a aboli l'esclavage, puis lui, peut-être qu'il était pas parfait, puis il en était probablement conscient, mais lui, il voyait l'importance d'évoluer, puis de vouloir apporter des changements à la législation, à la façon qu'on vivait à l'époque. Lui, son objectif, c'était justement de prendre conscience qu'il était pas parfait, puis qui voulait apporter des changements pour faire avancer les choses, puis l'émancipation, puis de l'égalité, puis la fin de l'abolition de l'esclavagisme. Ça, c'était ça son objectif à l'époque, puis il n'était pas parfait, mais c'est ça, si on commence à pointer du doigt toutes ces personnes-là dans le passé qui ont vécu dans cette époque-là, puis qui vivaient le racisme, puis qui vivaient des mœurs ou des façons de faire qui étaient aujourd'hui inacceptables, ben, je veux dire, à l'époque, ils étaient sous le joug de la religion. Il y avait des façons de vivre qui étaient imposées par les restrictions. Je veux dire, ils venaient juste d'installer les premières lumières, même pas, je pense, à l'époque. C'était encore à la chandelle. Mais les gens connaissent pas le contexte, puis ils veulent démolir des gens comme ça sans considérer le contexte dans lequel ça s'est passé. Tu sais, il y a eu... Abraham Lincoln a fait des grandes avancées. Je nie pas qu'il n'était pas parfait. Il peut pas être la victime de Justice Warriors en 2020. Ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a pas de sens parce que ça a du sens dans le sens... Ça a du sens si tu considères que il faut en parler puis il faut dénoncer. Mais tu dénonces quelque chose qui a eu lieu il y a 200 ans. Oui, exact. Puis que tu oublies le contexte dans lequel ça a été fait. Oui, exact. Si aujourd'hui, on avait le même genre de personnage qui faisait la même chose... Ben là, c'est sûr. Là, on le dénoncerait, tu sais. On ferait en sorte
que ça marche pas puis que ça puisse pas arriver. C'est ça l'important. Mais ça, il faut que tu connaisses ton histoire pour faire ça. Exact. Il faut que tu t'y intéresses. Ben, c'est l'éducation qui manque. À un certain niveau, moi, j'ai l'impression que cette tendance-là, je veux pas blâmer les États-Unis, mais eux, leur système d'éducation est assez... tu vas étudier à tes risques et périls, tu t'endettes pour toute ta vie si tu vas étudier. Ça, c'est partout. Puis tu sors... Puis en même temps, même, il y a une grosse portion de la population qui n'ont pas accès à l'éducation, qu'il faut que tu payes pour avoir une éducation élevée. Puis je pense que cette masse de ce peuple-là américain qui est très varié. Ouais. C'est pas... Faut que tu fasses aussi... Il y a une différence, tu sais, comme... Je suis pas une spécialiste, mais aux États-Unis, les types de population, les origines, les minorités qui sont réprimées, qui sont écrasées par... Je parle pas des minorités, mais tu sais, je parle si tu vas dans le centre des États-Unis, c'est pas du tout la même mentalité que si tu es à New York aussi, ou en Californie. C'est pas le même genre non plus de société. Tu sais, c'est pas... Oui, t'as raison. Chaque région a des spécificités. Mais l'important, justement, c'est de parler de ces spécificités-là en fonction de ça. T'sais, nous, on est au Québec. Okay? On veut protéger la langue française parce qu'on est les seuls. On a un historique français qu'on ne veut pas oublier. Et on le met de l'avant dans beaucoup de choses. Est-ce qu'on le met de l'avant de la bonne manière? Peut-être oui, peut-être non. Est-ce qu'on le transmet d'une bonne manière? Peut-être oui, peut-être non, mais c'est notre histoire, c'est notre culture, c'est nos origines. Donc, c'est important de conserver ça. Tu parlais tout à l'heure de mettre les statues dans les musées avec des explications, mais on ne peut pas faire ça pour tout. Tu sais, oui, il y a des choses. Moi, je me souviendrai, on en avait déjà parlé. Quand j'étais à Moscou, j'ai visité à côté d'un des très grands musées, on appelle ça le jardin ou des statues déboulonnées. Donc, c'est des statues de l'ère soviétique qui sont étalées dans un grand jardin, un grand parc. Ben, écoute, je vais te donner un exemple. Là. C'est comme si tu allais à Montréal te promener dans le parc Maisonneuve, puis qu'il y avait toutes les vieilles statues de tous nos anciens trucs, d'une époque révolue, là, qu'on a mis de côté. On s'entend que l'Union soviétique est tombée. Là. Fait que, au détour d'une plate-bande, là, tu te ramasses avec Yuri Gagarin ou une statue de Lénine ou... un gros truc là, soviétique là, qui mettait full en avant la fierté, la faucée, le marteau, puis tout, puis Tupolev, puis tu sais, c'est dans un parc, tu peux pas aller, tu peux les voir, t'es pas obligé. C'est pas sur une grande place centrale, là, oui, OK, il n'y a plus de statue de Staline devant le mot, tu sais, bon. Mais ils n'ont pas enlevé le général Kutuzov, il est encore là. C'est la bataille de Napoléon. Mais il y a encore des bâtiments de l'art soviétique. Ils n'ont pas tout démoli. Ils ont reconstruit des affaires, mais ils n'ont pas tout. Fait que tu peux pas faire ça aujourd'hui. Ici, juste, moi, je viens de Québec. Devant le Parlement de Québec, combien de statues il y a? Mais c'est comme si tu me demandais d'enlever René Lévesque ou Maurice Duplessis parce qu'il n'était pas correct, il n'a pas fait ça. Ou là, on a mis des statues des femmes. Là, faudrait, René Lévesque, il faudrait l'enlever parce qu'il fumait, puis il envoyait sa fumée sur les autres, puis il causait... C'est ça. Mais est-ce que ça mérite qu'on le fasse? Tu sais, moi, je pense qu'il faut pas... Oui, il aimait beaucoup les femmes, il faudrait l'enlever à cause de ça aussi. Là. Ah, il va y avoir un MeToo maintenant là-dessus, tu sais. Non, mais c'est vrai. Je trouve que, tu sais, on essaie de se faire justice à travers les réseaux sociaux pour toutes plein de choses. On essaie de se faire justice puis de montrer une seule image, en fait. Je me souviens, j'ai trouvé une caricature il n'y a pas si longtemps par rapport à ça. C'est la Statue de la Liberté Ils ont mis une Statue de la Liberté noire à côté pour faire la justice puis l'égalité. Tu vas-tu enlever la Statue de la Liberté? C'est un cadeau de la France à une époque. C'est une Marianne qui est symbole de la liberté. Oui, elle est blanche, mais ça vient d'un pays blanc. Ben, elle est plus verte, je trouve. Oui, c'est ça. Mais je pense pas qu'elle a d'ethnie. Mais ça représente la Marianne, tu sais. La Marianne, c'est le symbole français de la liberté. C'est une femme, puis elle est blanche. Mais les Français prise la Bastille. C'est les balbutiements d'un début de communication, les réseaux sociaux, le multimédia, l'Internet. Il y a comme vraiment une prise de conscience. Puis là, on était peut-être à un âge mental, social de peut-être l'équivalent de 5 ans il y a quelques années. Mais là, maintenant, on est peut-être rendu à 6 ans ou 7 ans. Puis c'est encore enfantin. Puis encore beaucoup de choses à comprendre avec la maîtrise des communications, où ce que c'est rendu aujourd'hui. Puis on peut le voir dans les comportements du public. C'est quoi le niveau âge mental de cette communication-là, cette nouvelle
communication-là, cette méthode de communication-là. Puis on en est là à chigner puis à demander à enlever les statuts puis les noms de rue. Puis il y en a que c'est justifié, c'est sûr. Oui, il y en a qui le sont mais il y en a que moins, comme, tu sais, dans les changements de nom de rue, dans les changements de rue, exemple, il y a eu, tu sais, ils veulent faire des choses qui ont un lien, mais en même temps, pour effacer quelque chose que les gens ne connaissent pas, puis là, les gens apprennent. Tu sais, nous, à Québec, ils veulent renommer l'autoroute de la Bravoure parce que c'est la route qui mène à la base militaire de Valcartier, tu sais, puis il y a eu beaucoup de décès. Tout ça. Je veux bien, mais tu effaces quelque chose qui a un lien avec un autre passé pour ça. Des noms de rue, des fois, qui changent pour enlever telle personne, pour mettre une autre. Oui, il faut le faire, mais pas nécessairement au détriment de tout. Puis il faut quand même aussi conserver des traces. Là, je suis tombée sur un article qui parlait des lieux insolites, là, puis il parlait d'une rue à Québec qui n'est plus vraiment une rue aujourd'hui, puis qui a l'air d'une ruelle, mais c'est un des premiers artères qui a été modifié au fil du temps, mais c'est le seul dernier bout. Puis il expliquait que la Ville de Québec conserve le nom de rue pour montrer que c'est le dernier bout d'une des rues principales du quartier, qui est complètement défiguré, mais c'est la dernière trace. Puis ça représente quelque chose, puis il ne faut pas l'effacer, puis il faut s'en souvenir, puis il faut le transmettre. Oui. Les bâtiments peuvent évoluer, mais il faut quand même garder une trame, un pied dans le passé. Bien, il reste que, tu sais, la rue a été construite. Oui, tu as détruit les maisons pour construire un édifice en béton, mais tu as gardé la même structure d'allée, tu as gardé la même rue qui était déjà là. Tu as juste construit d'autres choses par-dessus. Tu l'as élargi, tu as mis des arbres. Aujourd'hui, on enlève les arbres, on met d'autres choses. Oui, tu défigures certaines affaires pour construire d'autres, mais c'est ça. Moi, pour moi, c'est juste faut faire la part des choses puis comprendre d'où ça vient, pourquoi, qu'on en parle, pourquoi c'est arrivé, puis qu'est-ce qu'il ne faut pas refaire. Puis qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans le fond, en tant qu'historien, en tant que personne qui est fascinée par le patrimoine, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... je veux dire, c'est certain qu'il faut... Bien, il faut conscientiser les gens. Oui. Autant les gens qui ont le pouvoir que la communauté en général. C'est qu'il faut que ça soit... Tu sais, c'est normal dans une ville comme Québec qu'il y ait un poste en patrimoine pour quelqu'un pour gérer le patrimoine. Il faut arrêter de démolir pour construire. Tu sais, il faut aussi prendre la valeur des choses telles qu'elles sont. Nous, on parle beaucoup de la destruction des églises. Je suis d'accord, on ne peut pas tout garder. On ne peut pas tout transformer. Puis il y a des choses qui tombent en ruine parce qu'on laisse les gens les laisser tomber en ruine. On dit oui, puis on ne donne pas d'amende, puis on laisse faire. Fait qu'on est obligé de démolir parce que c'est dangereux. L'édifice va tomber, c'est mieux, il faut qu'on le démolisse. Mais pourquoi qu'on le laissait faire jusqu'à temps qu'il pourrisse? Là est la question. On en a plein d'exemples. Ben, c'est l'argent, je veux dire, c'est le profit. Je veux dire, s'il n'y a pas d'argent à mettre là-dedans puis il n'y a pas d'argent à faire, on va l'enlever. Puis en plus, c'est dans le chemin d'une production potentielle pour générer du revenu puis de l'emploi. Mais à quel prix? Tu laisses ça pendant 10-15 ans pourrir puis soudainement, on le détruit. Ben pourquoi tu ne l'as pas détruit avant? Ou pourquoi tu n'as pas fait ce que tu voulais faire? Même s'il y avait ça, tu étais supposé le garder, l'inclure, en garder une partie, mais tu l'as laissé tomber en ruine puis là, tu es obligé de l'enlever complètement. Mais c'est un paysage qui change. C'est une ère nouvelle. Je ne suis pas pour tout conserver. Mais il y a aussi un respect du quartier dans lequel tu es. Il y a plusieurs choses. Oui, il y a de la densification, mais à quel prix? Puis il faut que tu penses à tous les éléments qu'il y a autour aussi déjà existants. Moi, je trouve ça désagréable de voir tout s'effacer. C'est comme si on effaçait des grands traits d'histoire. Puis qu'on oublie après que ça allait exister. Les gens, ils sont pas au courant. Nous, moi, je vais donner un exemple. À Québec, il y a une place que j'aime beaucoup, qui ont conservé. Il y a eu un feu sur l'église, là, sur la route de l'église à Sainte-Foy. Elle a brûlé à la fin des années 1970. Puis ils ont conservé, c'est le site de la visitation. Ils font des petites expositions. Mais ça représente une époque. Ils ont conservé, ils ont fait un parc. On ne peut pas faire ça avec tout, je te l'accorde. C'est une belle salle de spectacle en plein air. C'est un lieu où on peut aller se recueillir, qui représente une époque. Dans plusieurs familles qui sont originaires de Sainte-Foy, les gens sont mariés là, se sont baptisés là, se sont décédés là. Puis là, ça l'a brûlé, ça a été toute une histoire. Puis ils ont conservé ça, ça conserve les traces, ça conserve la trame. Puis tout s'est construit autour. Ils ont construit des condos juste à côté, ils ont fait plein d'efforts, mais ils conservent cette place-là. Et on parle de l'événement. On montre. C'était ça avant.
Les jeunes sont toujours surpris de voir des vieilles photos des années 50 ou 60, vues aériennes des banlieues, parce qu'il n'y avait pas de banlieue. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu avais vu le monsieur, l'homme, j'oublie son nom. Tu parles du photographe Pierre Lahoud? Oui, Pierre Lahoud. Très gentil d'ailleurs. J'y ai écrit, je voulais l'inviter au podcast. Je me dis, moi, c'est un petit podcast underground. Non, mais il est très gentil. Mais il m'a répondu. Ben oui, je suis pas surprise. C'est quelqu'un que... Ça, j'aimerais tellement ça y parler. Puis c'est dommage parce qu'il y avait eu la COVID. Puis il m'avait dit, oui, tu me réécriras au mois d'avril. Puis Pierre Lahoud... Mais tu peux toujours lui réécrire, mais il est très gentil. J'avais déjà rencontré plusieurs fois. Ses photos sont merveilleuses. C'était comment? Ça représente... ça fait partie des avantages. Mon beau CV, j'ai travaillé plusieurs années au Salon du Livre. Donc, c'est là que tu rencontres les auteurs des livres. Et Pierre Lahoud, c'est un ami de mon professeur de géographie de l'université. Donc, quand tu vois ton professeur, tu vas le voir, puis là, tu rencontres ses amis. Wow. C'est un petit milieu, l'histoire et le patrimoine et tout. Donc, tu finis par te faire connaître. Là. Moi, c'est sûr que ça commence à dater, mais on est toujours en lien. C'est toujours un lien fort avec certaines personnes comme ça qui sont restées. Fait que oui, j'ai rencontré, j'ai même acheté plusieurs de ses livres et j'ai vu beaucoup de ses photos, puis ça me fait toujours penser, moi... j'ai fait un voyage en Gaspésie il y a quelques années. Puis, il a sorti un livre sur la Gaspésie. Puis là, de voir le avant et l'après là, sur certains lieux. Mais c'est impressionnant. Pourrais-tu raconter, juste mettre en contexte, qu'est-ce qu'il a fait dans la dernière année? Je veux dire qu'il a légué toute sa collection. Est-ce que tu peux l'expliquer ou je peux le faire si tu veux? Tu devrais plus en parler, mais oui, je sais qu'il a légué sa collection pour... transmettre, là, mais j'en sais pas plus. En fait, toute sa collection incroyable de photos dans les 25 dernières années de son travail qu'il a effectué à bord d'un avion. Donc, il prenait beaucoup de photos vol d'oiseaux, puis a vu l'évolution du patrimoine de Québec, de toutes comment que les villages ont grandi, comment ils ont évolué, puis lui, à un moment donné, il y a trop de photos maintenant, puis ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a légué. Il faudrait chercher, mais il n'a pas légué aux archives. Donc, c'est ça, dans la dernière année, si je ne me trompe pas, lui a toute sa... c'est ça, les Archives nationales du Québec. Allez voir ça, Pierre Lahoud, sur l'Internet, vous allez trouver allez tout voir, de suite. Là, c'est très, très intéressant ce qu'il a fait comme travail. Puis c'est vraiment, ça, on peut dire que c'est de la transmission du patrimoine. Là, c'est visuel, c'est des photos, mais ça présente, c'est de la transmission de ce qu'on avait avant puis qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Puis dans 50 ans d'ici, les gens vont regarder ça aussi, puis qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ça aussi qu'il faut penser. Qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants plus tard, à mes neveux et nièces là, qui sont tout jeunes aujourd'hui. Les autres, ils vont voir ça totalement différemment. Mais comment qu'on pourrait faire, dans le fond? Parce que je trouve qu'il y a comme... Ça, c'est un thème récurrent, c'est que le monde manque la compétence ou la connaissance historique pour prendre une décision. Juste par exemple, je ne sais pas si on en avait parlé, mais admettons que des décisions politiques par rapport à la taxe proportionnelle, ça, c'est quelque chose qu'en 320 après Jésus-Christ, tu avais Dioclétien qui avait présenté ça comme solution pour que les riches payent leurs taxes proportionnelles. Je veux pas embarquer dans ce débat-là. Mais juste pour dire qu'aujourd'hui, il y a des décisions qu'on devrait prendre en tant que dans la politique, qu'on a les démonstrations historiques de ce qui a été fait, puis pour montrer que ça fonctionne. Puis aujourd'hui, on a encore des oligarques ou des gens de dirigeants, l'élite politique qui vont... Mais en même temps, moi, je vais te poser la question, est-ce que tu as envie d'aller en politique? Moi, je suis tellement cynique avec ça. Moi, je suis découragée. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous je suis découragée. J'aurais pas envie de me présenter en politique dans le monde d'aujourd'hui. Ça me décourage, moi, la politique. Oui, mais c'est essentiel, la politique, c'est la communication. Oui, mais tout change. Ceux qui dirigent. Moi, je suis un peu tannée de changer un gouvernement pour un autre. Là. Comment tu verrais ça? On n'avance pas, les enfants changent. En tout cas, non, non, on n'avance pas là-dedans. Non, mais je veux dire, c'est essentiel, la politique, on n'a pas le choix. Tu parlais de l'éducation, mais c'est ça, pour moi, transmettre la mémoire, transmettre le patrimoine, c'est de l'éducation. Puis, côté éducation, moi, j'ai toujours senti que j'étais un peu un extraterrestre parce que j'aimais l'histoire, puis ça m'intéressait, puis j'avais envie de développer ça. Puis, si je vais choisir mes cours au primaire, au secondaire, les cours que j'aimais le plus, c'était les cours d'histoire. C'était les cours de géographie, c'était les cultures, les trucs. J'étais pas une fan de maths. Je suis une artiste, j'aimais beaucoup les arts, mais j'adorais l'histoire, puis les gens autour de moi disaient « mais c'est plate l'histoire, l'histoire de secondaire 4 où t'apprends tes dates et tout. » Mais comment tu fais pour enseigner à une gang d'ados l'histoire? En secondaire 2,
Moi, je me souviens de mon prof, il était sûrement très compétent, mais moi, j'étais tellement un ado indifférent que pauvre bonhomme, je m'en excuse aujourd'hui, mais j'étais pas là à l'époque. Je veux dire, comment est-ce que tu fais pour t'asseoir sur un banc solide, une table qui est juste pas confortable, puis t'as un homme qui a un savoir ou une femme qui a un savoir vraiment important, puis un savoir allégué, puis on est là en tant qu'ado, puis on a aucun respect pour ce savoir-là. J'étais comme ça, moi aussi, tu sais, c'est juste que ça m'attirait peut-être, puis tu sais, j'avais comme le goût, puis il y avait des choses que je connaissais déjà, puis que j'avais envie de développer, puis que je trouvais ça intéressant de faire des liens entre chaque culture jusqu'à aujourd'hui, tu sais, puis... Il aurait fallu que ça soit multimédia. Mais on en a, grand écran, mais moi, j'ai vu ça en histoire de secondaire 5, là. On écoutait un film, puis on avait des... Ben moi, c'est ça, j'aimais quand la TV rentrait. C'est ça, puis aujourd'hui, ils nous parlaient ils nous ont demandé de faire des articles de journaux. C'est quand même, il faut que ça soit interactif. C'est pour ça que moi, tu sais, j'aime ça, par exemple, les fêtes de la Nouvelle-France, parce que tu représentes l'histoire, tu joues une histoire. J'ai des gens là, autour de moi, il y a des gens qui font ça toute l'année, là, qui vont dans plusieurs endroits au Québec, au Canada, pour faire des représentations historiques. Ils font des reconstitutions de batailles à des endroits. C'est important, tu représentes les deux côtés. Ils font ça un peu partout dans le monde. C'est interactif, c'est là que tu accroches les gens. C'est en faisant vivre des lieux. Mais ces lieux-là, il faut que tu les conserves. Il faut que tu apprennes aussi à les conserver correctement puis à représenter la bonne chose. Aussi. Mais à quelque part, tout ce qui se passe, c'est sûr que là, il y a des frictions, puis il y a vraiment une genre d'espèce d'urgence qui est d'enlever, supposément une urgence d'enlever ces statuts-là à certains niveaux, mais à quelque part, il y a comme un éveil aussi, à quelque part. Probablement que c'est une indication d'un éveil, peut-être. Tu penses-tu que c'est un genre de... Peut-être. Mais tu parlais d'Abraham Lincoln tantôt, tu sais. Tu pensais si on enlevait le monument à Washington? Imagine. C'est comme... Est-ce que... Ben, Mount Rushmore. T'as-tu déjà été voir le monument moi, je suis pas allé à Lincoln? Washington, j'ai pas vu. Mais moi, je suis allée. OK? Puis c'est gigantesque. Tu sais, c'est pas une petite affaire que je déboulonne en métal, là. C'est un édifice, toi. Oui. Ben, je veux dire, toutes les statues en lien avec Napoléon, je veux dire, il a causé la mort de plusieurs personnes. Est-ce qu'on enlève ces statues à cause de ça? Ben, ça dépend de quel côté de l'histoire tu te places puis où tu t'es, hein? Ou c'est quoi j'ai vu? Ben, c'est ça exactement, c'est le vainqueur en France, Napoléon versus en Russie, Napoléon, c'est pas du tout la même affaire, hein? Ou Jules César, le génocide en Gaule. Ouais, ça, je suis pas est-ce qu'on enlève les statues de Jules César ou... T'es enlèves où? T'es enlèves à Rome ou t'es enlèves dans les lieux, tu sais? Ou c'est où j'ai entendu ça? Genghis Khan, lui, il a causé la mort de 10% de la population à l'époque sur la planète. Est-ce qu'on enlève les musées de Genghis Khan? Mais on peut pas en parler. C'est comme si c'était facile. Tu sais, oui, là, oui, tu peux enlever certains monuments, mais c'est comme si tu effaçais son existence. C'est comme si tu effaçais... Comment tu peux effacer ces millénaires-là d'histoire en une seconde aujourd'hui? Je pense que c'est d'idéaliser une façon de penser qui est raciste au travers l'adulation d'une statue qui est un problème. Je veux dire, s'il y a quelqu'un dans un village qui a une statue de quelqu'un qui possédait des esclaves en 1890, puis qu'il y a du monde aujourd'hui qui sont autour de cette statue-là, puis qui ont des torches, puis qui prêchent devant cette statue-là pour... Mais tu mets quoi à la place de la statue? C'est ça la question. Tu mets une statue d'un esclave à la place? Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a des gens aujourd'hui en 2020 qui sont devant cette statue-là d'un raciste, puis ils worship, puis ils prient devant lui pour leur remercier de ce qu'il a fait, là, il y a un problème, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas, mais tu sais, en même temps, il y a des places comme, tu sais, il y a des places où c'est plus particulier, puis que c'est peut-être plus précis à des régions, puis que nous, on connaît pas le contexte non plus. Tu sais, aux États-Unis, moi, j'ai entendu parler plein des affaires, ça fait des années que les statues, là, des grands généraux, puis toutes, là, des grands généraux, ils sont tous enlevés, puis il y a des places, là, qui veulent tout enlever dans leur centre-ville, puis, tu sais, enlever le symbole de l'armée confédération, puis là, tu sais, parce que c'est un symbole d'esclavage, etc. Mais je connais pas assez le contexte de ces régions-là pour m'avancer là-dessus, mais je trouve ça, tu sais, tu l'enlèves pour remplacer par quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu oublies? Mais tu peux pas oublier, en faisant ça, c'est que les gens, ils pensent qu'en enlevant ça, ça va effacer leur histoire. Oui, parce qu'ils iront même pas voir les livres. Fait que
Mais ils sauront plus. Le monde ne va même pas lire l'histoire aujourd'hui. Ben c'est ça. Le monde pense qu'on va... Mais tu sais, c'est pour ça que je dis que... Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas d'où le mouvement part, puis ils ne comprennent pas dans le contexte dans lequel ça a été fait. Ça a été Exactement. fait. C'est dans un contexte d'aujourd'hui, de 2020, avec un réseau social, puis le fait qu'on peut parler à n'importe qui, partout dans le monde, à tout moment, puis qu'on se partage les choses plus facilement aujourd'hui. Ben c'est ça, j'ai l'impression que le monde qui veut qu'on enlève les statuts qui sont complètement outrés, c'est comme s'ils viennent ils viennent de se réveiller puis ils viennent de se rendre compte qu'il y a des livres d'histoire puis qu'il y a des choses qui sont passées par le passé. Comme c'est peut-être avec ça qu'on devrait remplacer les statuts de racisme. Ça serait une statue représentative de la quête intellectuelle historique de richesse intellectuelle humaine. C'est ça, ça serait un bel idéal. C'est sûr qu'il y a des reconnaissances aujourd'hui qu'on fait tardivement sur plusieurs choses. Je suis d'accord. Mais tu sais, à l'époque, c'était pas comme ça. Puis aujourd'hui, on le reconnaît, puis on le fait plus. Puis il y a des affaires qui ne sont pas encore parfaites. Mais ça, c'est le contexte de notre société aujourd'hui. Oui, parce qu'on n'est pas parfait aujourd'hui. Parce qu'on est dans notre société actuelle, c'est comme ça. Tu sais, moi, je regarde, tu sais, j'ai étudié l'histoire. Puis j'ai étudié l'histoire relativement récente. Puis, tu sais, moi, je suis tombée sur quelque chose cette semaine qui m'a fait réfléchir. C'est sur mon Facebook, j'ai vu ça. C'est quelqu'un qui mettait de l'avant, tu sais, nous, pendant le confinement, là, tu sais, qu'on était coupés du monde, puis tout ça, puis comment que ça nous affecte, tout ça. Puis là, il parlait de quelqu'un qui est né, tu sais, quelqu'un qui est né en 1900, là. En 1914, il y a 14 ans, il a vécu la Première Guerre mondiale, là. Puis là, il expliquait, tu sais, que là, en 1945, il a 45 ans, là, puis il a vécu la Deuxième Guerre, tu sais, puis il n'a pas mangé pendant 4 ans parce qu'il, tu sais, il a tout perdu, il n'a plus de maison, puis nous, on chiale parce qu'on est confinés, puis que... on va porter un masque à l'épicerie. Puis, tout plein de petites choses comme ça qui font en sorte que pour une société, il faut que tu mettes en contexte. Il faut que tu mettes aussi, ces gens-là, ils ont survécu là, à des privations qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Exact, oui. Pour moi, c'est le regard qu'on porte sur les choses qui est totalement différent. Il faut arrêter de regarder « on a fait ça avant, c'est pas correct, là, corrigez ça. » Non, aujourd'hui, on vit comme ça, puis aujourd'hui, on met en contexte ça, puis aujourd'hui, on est plus ouvert, on essaie d'intégrer les gens plus facilement, on accepte les cultures, on apprend à les connaître. Il y a une évolution, tu sais. Moi, je pense que, puis c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux transmettre, je veux que les gens connaissent. Si tu détruis quelque chose, il faut que tu t'expliques ce qu'il y a avant. Il faut que tu en parles. Ça s'est fait dans un contexte X, puis on a construit ça. Puis avant, il existait ça. Il y avait des gens qui habitaient là, puis ils ont construit des choses, puis ces gens-là venaient d'ailleurs. Pourquoi ils sont venus? Pourquoi ils sont venus s'installer comme ça? Puis pourquoi ils étaient spécialisés là-dedans? Mes propres ancêtres, pourquoi ils sont venus? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas adressées, que tu voudrais qu'on jase, tu fais le tour? J'ai l'impression qu'on pourrait jaser encore 2 heures, mais... C'est toi? As-tu d'autres questions sur... Ben, je pense qu'on a fait un bon survol, puis on a plongé un peu dans ce qui se passe en ce moment, puis on a un bon point de départ pour peut-être un prochain podcast dans quelques épisodes. Puis, je pense que tu vas toujours avoir de quoi me poser comme question. Oui, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Puis malheureusement, il va se passer d'autres choses dans les nouvelles qui vont nous tiquer un peu. Oui, puis qu'il va falloir adresser. Fait qu'on se reprendra pour un prochain podcast. Puis est-ce qu'il y a des adresses web que tu voudrais donner moi, en fait, tout ce que je peux parler aujourd'hui des gens, c'est... moi, je les invite parce que je participe de ça. C'est que vous pouvez aller voir la page des Rendez-vous de l'Histoire de Québec qui a lieu depuis 3 ans. C'est cette année, ça va être virtuel, nos conférences. Et c'est toujours intéressant là, parce que c'est vraiment très varié les sujets là, qu'ils vont aborder. Et en tout cas, j'invite les gens à apprendre un peu plus là-dessus. Donc, c'est rendez-vous-histoire-québec.com? Oui. OK. Puis, en gros, c'est ça. Puis, il y a peut-être... puis ça, il y a sûrement que ça va amener à la page Facebook pour les événements. Il y a toute la programmation qui est sortie. Puis sinon, moi, l'autre événement auquel je suis vraiment beaucoup affiliée comme bénévole, c'est les Fêtes de la Nouvelle-France qui ont leur page Facebook maintenant. C'est sur Facebook. OK. Donc, facebook.com/Nouvelle-France. Fait que c'est ça, c'est les fêtes de la Nouvelle-France, tout simplement à Québec. Ça, c'est très facile à trouver. Vous ne pouvez pas le manquer. Puis les cosplays cette année à Québec, ça c'était déjà passé, ça va aller à l'année prochaine? Le cosplay,
Si ça a lieu, c'est au mois d'octobre. C'est le prochain Comic-Con de Québec qui est au mois d'octobre, le 10 et 11 octobre, je crois. On se croise les doigts. Merci beaucoup, Anne Chédé, d'être passée au podcast. Vraiment, j'avais vraiment de jaser, parler d'histoire. Donc, on se reprend. Bien sûr, ça va me faire plaisir. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci de l'invitation.